Yoki est le démon le plus puissant du royaume, destiné à anéantir le groupe de héros et à assurer la victoire du roi démon. Mais il y a un petit hic, il a le béguin pour l'une des membres de l'équipe des héros. Le groupe de héros est enfin arrivé devant le château du roi démon. Ayant accompli toutes les quêtes secondaires, ils sont certains d'être assez forts pour gagner. Cependant, en entrant, ils tombent sur un général démon de bas niveau, Yoki, qui les met en déroute totale, les balayant sans effort. Peu importe le nombre de techniques surpuissantes qu'ils utilisent, Yoki les surpasse, finissant par assommer tous les héros. Mais au lieu de les achever, il commence à soigner leurs blessures, car il ne voudrait surtout pas qu'ils meurent à cause de lui, ce serait dommage. C'est là qu'il remarque que la mage de soutien du groupe de héros est en fait plutôt mignonne. Il passe bien 10 bonnes minutes à la fixer, mais ses subordonnés arrivent et trouvent un peu étrange qu'il reste planté là, à côté de la jeune fille inconsciente, depuis un bon moment. Il lui demande s'il va achever les héros pour qu'ils puissent continuer leur journée, mais Yoki répond qu'il ne veut tuer personne. Au lieu de ça, il ordonne à ses subordonnés de déposer les héros dans un village voisin avant qu'ils ne se réveillent. Et apparemment, les héros ont tenté de... Et apparemment, les héros ont tenté de s'introduire 13 fois de plus le mois dernier, et à chaque fois, Yoki les assomme et les dépose en lieu sûr. Le roi démon le félicite d'avoir géré les intrus si facilement, mais lui demande pourquoi Yoki ne les tue pas. Yoki invente une excuse, disant que les héros sont si faibles qu'il ne pense pas que ça vaille la peine de les tuer, mais en réalité, il n'aimait tout simplement pas tuer les gens, c'est tout. Le roi démon lui dit que s'il ne veut pas les tuer, il devra demander à ses subordonnés de le faire à sa place. Mais Yoki sait pertinemment que ses subordonnés n'auraient aucune chance de vaincre ses héros, et même s'ils y parvenaient, il ne voudrait pas laisser mourir cette jolie fille. Alors il dit au roi démon qu'il s'occupera des héros personnellement la prochaine fois. Le roi démon est ravi de l'entendre dire ça, alors il congédie Yoki, mais en retournant à sa chambre, Yoki commence à se demander ce qu'il devrait faire. S'il essaie d'épargner les héros la prochaine fois, ça va lui causer un tas d'ennuis, c'est certain. Mais s'il les laisse affronter les autres démons, le château serait anéanti, réduit en poussière. Ces héros peuvent paraître faibles comparés à lui, mais c'est juste parce que Yoki est incroyablement surpuissant. Alors s'il parvenait à le dépasser, il vaincrait le roi démon sans aucun problème, c'est une certitude. Il ne se soucierait pas vraiment si le roi démon était vaincu, mais il ne veut pas que la prêtresse soit blessée. Alors il élabore un plan. La prochaine fois que les héros tentent d'envahir le château, Yoki les domine une fois de plus, de manière absolument écrasante, mais cette fois, au lieu de tous les assommer, il les laisse se relever et leur offre un choix. Il dit que maintenant, il devrait être clair pour eux qu'ils n'ont aucune chance de le dépasser, mais il est prêt à faire une exception juste pour aujourd'hui. Hyuga refuse immédiatement car il ne laisserait jamais un camarade derrière lui, c'est impensable. La mage s'approche de lui et lui dit qu'il devrait probablement accepter l'accord car c'est peut-être leur seule chance de vaincre le roi démon. D'ailleurs, Yoki a eu des tonnes d'occasions de les tuer le mois dernier et pourtant à chaque fois il les dépose sains et saufs. Donc Cecilia ira probablement bien, pas de souci. Hyuga ne pense toujours pas que ce soit juste de laisser sa camarade aux mains de l'ennemi, mais Cecilia lui dit d'y aller sans elle, car elle se débrouillera très bien toute seule. Puisque Cecilia insiste, les autres acceptent tous l'accord de Yoki et avancent, laissant Cecilia et Yoki seuls dans la pièce. Maintenant que les autres sont partis, Cecilia fait face à Yoki et lui demande ce qu'il compte lui faire. Mais à son grand choc, il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard et lui demande d'être sa petite amie. De toutes les choses que Cecilia avait imaginées, elle ne s'attendait pas à recevoir une déclaration d'un général démon et elle ne sait pas comment elle est censée réagir à ça. Alors elle le rejette poliment. Yoki a le cœur brisé et se recroqueville en boule sur le sol pour attendre la mort. Car plus rien n'a d'importance pour lui, absolument rien. Cecilia se sent un peu mal, alors elle demande à Yoki s'il va bien. Mais elle réalise alors que tout cela pourrait être un stratagème pour la faire baisser sa garde. Alors elle lève son sceptre et le pointe sur Yoki. Mais étonnamment, il ne réagit pas du tout et reste juste assis là, immobile. Elle lui demande pourquoi il ne se défend pas. Yoki répond et lui dit que ça ne sert à rien, absolument à rien. La seule chose qui comptait pour lui était de lui avouer ses sentiments et puisqu'elle l'a rejeté, il est prêt à mourir sachant qu'il a fait de son mieux. Cecilia pense toujours qu'il essaie de la piéger, mais Yoki lui dit qu'il est vraiment fatigué de vivre comme ça. En tant que général démon, il est forcé de garder cette pièce constamment et la seule fois où il est autorisé à sortir, c'est pour attaquer des villages humains et il ne veut pas faire ce genre de choses, c'est tout. Il est peut-être un démon maintenant, mais c'est juste parce qu'il a été réincarné dans ce monde. Alors, au fond de lui, il est toujours humain, un vrai. Si c'est le cas, alors Cecilia lui demande pourquoi il choisit de servir le roi démon car elle est sûre qu'avec son pouvoir, il pourrait l'éliminer s'il le voulait. Yoki dit qu'il y a pensé, mais il a ensuite réalisé que s'il tuait le roi démon, il deviendrait automatiquement le nouveau roi démon, et ce serait bien pire pour lui, une vraie catastrophe. Alors il a choisi de vivre sa vie comme un simple garde de bas niveau pour éviter le plus de dégâts possible. Sa vie était globalement sombre et insupportable, mais tout a changé quand il a vu le visage de Cecilia. Il ne la connaît peut-être que depuis un mois, et oui, la plupart de ce temps, il l'a passé à l'assommer, mais ce fut le meilleur mois de toute sa vie de démon, sans aucun doute.
Cecilia lui dit d'arrêter de parler comme ça, c'est absurde. Parce que s'il est vraiment humain à l'intérieur, comme il le prétend, alors il n'est pas trop tard pour qu'il vive une vie épanouissante, une vie pleine de sens. Quelques jours plus tard, après que le groupe de héros ait vaincu le roi démon, ils retournent à la capitale, où le roi les remercie pour leurs vaillants efforts. Il déclare que les 3 prochains jours seront dédiés à célébrer les exploits du groupe de héros. Mais au même moment, en dehors de la ville, Yoki vient d'arriver et se prépare à commencer sa vie d'humain, une nouvelle vie. Cecilia lui a donné les indications pour arriver ici. Alors maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est de se fondre dans la masse en tant qu'humain et il pourra passer du temps avec elle. Mais d'abord, il doit se débarrasser de sa corne et ça va faire mal, c'est sûr et certain. Pendant que le défilé des héros bat son plein, Yoki se rend à la guilde des aventuriers et demande à s'inscrire. Le gars au comptoir est agacé par Yoki, mais pas parce qu'il ne l'aime pas, non. C'est parce qu'il est paresseux et voulait passer la journée sans avoir à faire le moindre travail. Puisque Yoki veut s'inscrire, il sort un formulaire d'inscription et le lui tend pour qu'il le remplisse. Après que Yoki ait rempli le formulaire, Clayman le traite et lui crée une carte de guilde comme il se doit. Il explique que Yoki devra commencer au rang F, mais qu'il pourra monter jusqu'au rang S en accomplissant des quêtes et en améliorant sa réputation. Une fois que Yoki confirme qu'il comprend les règles, Clayman est sur le point de lui remettre sa carte de guilde, enfin. Mais avant de le faire, il dit à Yoki que rééditer ses cartes est une sacrée galère, alors il ferait mieux de ne pas la perdre, surtout pas. Spécifiquement dans les 3 prochains jours, car Clayman est le seul en service jusqu'à la fin du Festival des Héros et il ne veut pas avoir à gérer toutes ces tracasseries administratives, c'est clair. Yoki promet d'être prudent, alors il prend sa carte et part accomplir quelques missions. Et à la fin de la journée, il a gagné pas mal d'argent, une belle somme. Il n'a pas encore rencontré Cecilia, mais son plan est de travailler comme aventurier pendant un certain temps et de devenir suffisamment prospère pour être digne d'elle. Et après tout ça, quand il lui avouera à nouveau son amour, elle ne pourra que l'accepter, c'est sûr. Au cours des jours suivants, Yoki se présente régulièrement à la guilde pour prendre autant de quêtes qu'il le peut, et il commence déjà à attirer un peu l'attention car les gens sont surpris de la vitesse à laquelle il monte en grade, c'est impressionnant. Aujourd'hui, il prend encore 5 quêtes, alors il se dirige directement vers le bureau de Clayman et lui demande de les traiter pour lui. Mais Clay est furieux car il ne comprend pas pourquoi Yoki continue de lui apporter autant de travail alors qu'il y a une autre réceptionniste juste là à côté. Yoki dit à Clay qu'il s'est simplement attaché à lui, surtout parce qu'il est étonnamment rapide pour traiter tous les formulaires de quête qu'il apporte, mais en parlant de ça, Clay commence à se demander qui est vraiment Yoki au fond. Yoki est un peu inquiet car il n'avait pas réalisé que travailler si dur pourrait lui causer des ennuis. Mais Clay n'a aucune intention de l'enquêter, absolument aucune. Ce serait trop de travail et ce n'est pas comme si monter en grade rapidement était un crime, alors il n'y a aucune raison pour que Yoki ait des ennuis à cause de ça. Yoki est soulagé d'entendre ça, mais avant que Clay ne puisse finir de traiter les quêtes, Cecilia s'approche et demande à Yoki d'annuler ses quêtes pour la journée, c'est urgent. Il est ravi de la revoir, mais elle semble avoir quelque chose de sérieux à discuter. Alors elle demande à Yoki de venir chez elle pour qu'ils puissent parler tous les deux. Yoki accepte immédiatement et une fois arrivé, Cecilia le fait d'entrer et lui prépare une tasse de thé avec soin. Elle s'excuse de ne pas avoir pu le rencontrer plus tôt, mais Yoki dit qu'elle n'a pas besoin de s'excuser, car lui non plus n'a pas fait beaucoup d'efforts pour la rencontrer. Soyons honnêtes. En parlant de ça, il lui demande comment elle savait qu'il serait à la guilde aujourd'hui. Alors elle explique que pratiquement tout le monde parle de lui récemment. C'est presque du jamais vu pour un débutant de monter en grade aussi vite que lui, alors il est naturel que les gens commencent à en parler, c'est évident. Et quand Cecilia a entendu les rumeurs, elle a su que ce devait être Yoki. Ce qui l'amène au sujet qu'elle voulait discuter avec lui. Elle dit à Yoki qu'elle aimerait qu'il arrête d'être aventurier, et il est choqué d'entendre ça car ça n'a aucun sens. Mais il est sûr qu'il doit y avoir une raison, alors il demande à Cecilia de lui expliquer pourquoi, en détail. Cecilia lui dit que le roi démon a peut-être été vaincu, mais ce n'est pas comme si toutes les menaces du monde avaient disparu, loin de là. Et elle craint que les différentes nations qui ont travaillé ensemble ne commencent à se battre pour affirmer leur supériorité les unes sur les autres, c'est une évidence. Il y a déjà des signes de cela car d'innombrables nations ont tenté d'envoyer leur princesse au héros pour établir un mariage politique afin de pouvoir l'utiliser comme un pion quand le temps de la guerre viendra. Toutes les nations sont occupées à chercher de puissants alliés à utiliser, et vu les excellents résultats de Yoki à la guilde, ce ne serait qu'une question de temps avant que les nations ne le remarquent et n'essaient de le recruter pour la guerre. C'est certain. Soit ça, soit il le qualifierait d'ennemi, et sa nouvelle vie d'humain serait ruinée, complètement gâchée. C'est pourquoi Cecilia veut qu'il arrête d'être aventurier, et Yoki comprend pourquoi elle serait inquiète, mais il a des factures à payer, et l'aventure est le seul moyen pour lui de gagner de l'argent, c'est la seule solution. Cecilia comprend cela, c'est pourquoi elle dit qu'elle est prête à l'embaucher personnellement. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour payer quelqu'un d'aussi fort que Yoki à sa juste valeur. Alors pour compenser la différence, elle propose de faire tout ce qu'il veut, car elle ne peut pas risquer de laisser la nation l'utiliser comme un pion dans une guerre, c'est hors de question. Yoki lui dit d'arrêter de s'incliner, car aucune nation ne pourrait le convaincre de rejoindre une guerre, absolument aucune, et surtout pas un engagement. Après tout, la seule personne qu'il est prêt à épouser, c'est Cecilia, et personne d'autre.
Cecilia est soulagée d'entendre que Yoki ne se laissera pas influencer, et s'il est si certain qu'il ne tombera dans aucun piège, alors elle lui dit qu'il est libre de continuer l'aventure s'il le souhaite. Mais il devrait quand même essayer de rester discret, c'est mieux. Juste à ce moment-là, on frappe à la porte, et c'est la mère de Cecilia. Elle est là parce qu'elle est intéressée de rencontrer l'ami que sa fille a ramené à la maison. Elle demande à Yoki si Cecilia lui a déjà parlé de sa vie amoureuse, et dès qu'elle le mentionne, Cecilia est embarrassée, mais sa mère continue quand même sans se démonter. Cecilia a reçu beaucoup de propositions récemment qu'elle a toutes refusées. Alors sa mère demande à Yoki s'il aimerait épouser Cecilia. Yoki veut absolument épouser Cecilia, c'est une évidence. Mais il dit qu'il ne peut pas le faire tout de suite car il ne pense pas être assez bien pour elle pour l'instant. Alors une fois qu'il aura une vie stable, il lui avouera à nouveau ses sentiments et elle pourra décider si elle veut l'épouser ou non. La mère de Cecilia aime la réponse de Yoki, car s'il avait dit oui, elle ne l'aurait de toute façon pas laissé l'épouser, c'est clair, mais sa réponse a montré de la maturité, alors elle lui dit qu'il est le bienvenu dans cette maison à tout moment. Un peu plus tard, nous voyons Yoki au milieu d'une de ses quêtes de héros, et même si quelque chose comme ça prendrait normalement une semaine entière à accomplir, il est capable de le faire en une seule journée, c'est impressionnant. Cependant, juste au moment où il s'apprête à rentrer chez lui, il est soudainement attaqué. 3 assaillants inconnus lancent une attaque coordonnée contre lui et Yoki essaie de se défendre, mais ensuite, il réalise que ces personnes lui semblent vraiment familières, étrangement familières. Ce sont ses subordonnés de l'époque où il travaillait au château du roi démon et il ne veut pas les combattre. Alors il demande un temps mort et révèle sa véritable identité. Ils sont tous très heureux de voir que Yoki est toujours en vie, mais Duke est aussi furieux que Yoki les ait pratiquement abandonnés lorsque le groupe de héros a attaqué, c'est inacceptable. Parce qu'ils n'étaient pas là pour s'occuper d'eux, comme d'habitude, ils ont fini par atteindre la salle du trône du roi démon et l'ont vaincu. C'est presque comme si Yoki avait intentionnellement laissé les héros passer sans combattre, et en plus de tout ça, il ressemble à un humain maintenant, pour une raison ou une autre, c'est bizarre. Yoki leur dit de se calmer car il a une très bonne raison pour ce qu'il a fait, une raison valable. Alors les 3 attendent d'entendre ce qu'il a à dire car ils savent que ça doit être important. Mais quand Yoki leur dit que la seule raison pour laquelle il a fait tout ça, c'est parce qu'il a le béguin pour la prêtresse du groupe de héros, ils n'arrivent pas à y croire, c'est incompréhensible pour eux. Yoki leur dit que désormais ils comptent vivre comme un humain, donc ils n'ont plus besoin de le considérer comme leur capitaine et sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cependant, ils lui disent tous qu'ils ne veulent pas du tout. Ils préfèrent de loin traîner avec Yoki et en plus, ils veulent vraiment rencontrer la femme qui lui a volé le cœur, c'est une évidence. Yoki leur dit que c'est impossible car si quelqu'un les repère, cela provoquerait une panique générale dans la ville, une vraie catastrophe. Ils disent donc tous que ce n'est pas un problème car ils peuvent simplement cacher leurs traits démoniaques de la même manière que Yoki l'a fait. Et comme ils sont si insistants, il accepte de les laisser venir, mais il les avertit que se fondre parmi les humains ne sera pas aussi facile qu'ils le pensent, loin de là. Plus tard ce jour-là, Yoki amène ses subordonnés rencontrer Cecilia après qu'il se soit déguisé. Mais ce fut beaucoup plus brutal qu'il ne l'avait imaginé, surtout pour Happiness, car Yoki a dû lui arracher les plumes une par une, c'était douloureux. Ils s'assoient tous pour prendre le thé ensemble et Cecilia dit qu'elle est ravie de les rencontrer. Mais même si elle sait que ce sont des démons, ils n'en ont pas du tout l'air, c'est étonnant. Duke explique qu'ils ont tous fait de leur mieux pour paraître aussi humains que possible. Et dans son cas, comme il est un Dullahan, Yoki a fusionné sa tête dans son armure pour qu'elle ne roule pas, c'est pratique. Duke semble très bien s'entendre avec Cecilia, c'est flagrant. Mais ça rend Yoki un peu jaloux car Duke ne parle jamais autant en sa présence. Mais tout d'un coup, maintenant qu'il est devant une jolie fille, il bavarde sans arrêt, c'est incroyable. Duke explique qu'il ne parlait pas beaucoup à l'époque parce qu'il détestait Yoki, c'est tout. Yoki avait la réputation d'être un ermite total au château du roi démon. Et même quand son supérieur lui criait d'aller dehors et de tuer des humains, comme un général démon respectable, Yoki menaçait juste de lui botter le cul jusqu'à ce qu'il abandonne et le laisse tranquille, c'était sa méthode. Pendant, Duke ne pouvait pas supporter un tel comportement insensible de la part d'un général démon. Alors un jour, il a fait irruption dans la chambre de Yoki pour lui donner une leçon, une bonne. Il avait supposé qu'un reclus, un loser, serait facile à raisonner, mais il s'était trompé et Yoki l'a tout simplement tabassé sans pitié. Après ça, il est devenu l'un des subordonnés de Yoki. Et bien qu'il ait gardé rancune de la raclée qu'il avait reçue pendant un certain temps, il a fini par passer à autre chose et à accepter Yoki comme son chef, son vrai chef. Il est sûr que c'était la même chose pour Happiness et Shake aussi, absolument. Mais en parlant de ces deux-là, il n'a aucune idée où ils sont partis, où ils se sont enfuis. Ce serait vraiment grave si quelqu'un d'autre que Cecilia découvrait leurs véritables identités. Alors ils rentrent à l'intérieur pour les chercher et il se trouve qu'ils trouvent la mère de Cecilia dans le jardin avec Shake endormi sur ses genoux, tranquillement. Aquari les remarque approcher et demande s'ils savent qui est ce garçon par hasard. Alors il lui explique que Shake est l'un des amis de Yoki. Yoki s'excuse pour tout problème que Shake aurait pu causer, mais Aqua lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser car elle adore passer du temps avec les enfants, c'est sa passion. Elle a trouvé Shake en train de courir dans le jardin. Alors au lieu de s'inquiéter de détails insignifiants comme la façon dont il est entré ici, elle a décidé de le rejoindre et les deux ont joué à chat ensemble, jusqu'à ce que Shake finisse par s'épuiser et s'endorme comme un bébé. Puisque Shake est retrouvé, Yoki demande à Aqua si elle a vu une fille avec Shake plus tôt et elle le confirme, mais elle dit que la femme de chambre en chef l'a emmenée il y a un moment, alors elle est probablement à l'intérieur en ce moment, c'est sûr.
Ça sent les ennuis à plein nez, alors Yoki et les autres se précipitent à l'intérieur pour la trouver. Mais à leur grande surprise, ils voient Happiness en pleine formation sur l'étiquette parfaite des femmes de chambre. Une fois que Sophia repère le groupe, elle leur explique qu'elle venait juste de finir de former la nouvelle femme de chambre. Mais Cecilia l'informe que Happiness n'est pas une femme de chambre, c'est une amie de Yoki, tout simplement. Sophia demande à Happiness si c'est vrai, elle confirme, alors Sophia s'excuse pour le malentendu et lui dit qu'elle peut partir. Yoki suggère à Happiness de changer de tenue, mais à sa grande surprise, elle refuse catégoriquement. Être domestique est bien plus amusant que prévu, elle veut donc travailler ici, et Sophia accepte avec joie. Happiness est officiellement engagée. À la fin de la journée, tout le monde se prépare à partir et souhaite bonne chance à Happiness pour ses débuts. Mais avant que Yoki ne parte, Aqua l'attrape pour lui dire que Cecilia n'a pas soufflé depuis des semaines. Elle va l'obliger à prendre un jour de repos, donc si Yoki voulait l'inviter à sortir, c'est le moment idéal. C'est une occasion en or pour Yoki, il ne compte pas la laisser passer. À l'heure du rendez-vous, Cecilia arrive en calèche et Yoki est totalement subjugué par son élégance et sa beauté. Il promet de tout faire pour qu'elle profite pleinement de sa journée, elle trouve son sérieux assez amusant, mais elle est très impatiente de découvrir ce qu'il a prévu pour eux. En traversant la ville, Cecilia remarque une nouvelle pâtisserie et suggère d'y faire un tour plus tard. Ils continuent leur balade et Yoki a bien du mal à détacher son regard de Cecilia, elle est vraiment trop mignonne. Et jusqu'à présent, les choses se sont très bien passées et Cecilia semble vraiment s'amuser, c'est évident. Ils passent bientôt devant un magasin d'accessoires et les deux sont sur le point d'y entrer ensemble, main dans la main. Mais il se trouve que Yuga et Mikana du groupe des héros passaient par là au même moment. Dès que Yuga la reconnaît, il interpelle Cecilia comme si Yoki n'existait pas. Il dit que c'est une folle coïncidence qu'ils aient tous pris congé le même jour et puisqu'ils sont tous là, il suggère qu'ils passent le reste de la journée ensemble. Cecilia essaie de le repousser poliment en expliquant qu'elle était déjà avec Yoki et maintenant que Yoki est mentionné, Yuga a l'impression qu'ils se sont déjà croisés quelque part. Yoki lui dit que c'est probablement son imagination qui lui joue des tours et Yuga décide de laisser tomber pour l'instant. Il suggère ensuite qu'ils entrent tous ensemble pour que personne ne soit laissé de côté et il laisse à peine à Cecilia le temps de dire ouf avant de l'entraîner à l'intérieur. Mikana est contrariée par toute cette histoire car le seul jour où elle a réussi à convaincre Yuga de sortir avec elle, c'est le drame. Elle voit bien que Yoki était aussi en rendez-vous avec Cecilia, alors elle lui souhaite bonne chance. S'il parvient à conquérir le cœur de Cecilia, alors Yuga n'aura d'autre choix que de se concentrer sur elle. Alors que Yoki entre, il retrouve Cecilia et puisqu'ils sont là, il lui propose de lui acheter un cadeau. Cecilia lui dit qu'il n'a pas besoin de faire ça mais Yoki insiste. C'est sa façon de la remercier pour toute l'aide qu'elle lui a apportée, alors elle finit par accepter. Yuga voit ça et ça le rend immédiatement super jaloux. Alors il s'interpose entre eux deux et dit qu'il veut choisir des cadeaux pour tout le monde, essayant clairement de faire mieux que Yoki. Yoki choisit un collier qu'il pense irait à merveille à Cecilia, tandis que Yuga, lui, prend juste le pendentif le plus cher du magasin, faute de mieux. Il essaie de le lui faire essayer, mais ce faisant, il fait accidentellement tomber son déguisement. Et maintenant qu'elle ne porte plus son chapeau ni ses lunettes, tout le monde dans le magasin la reconnaît instantanément, elle et les autres membres du groupe des héros. Ils sont tous instantanément assaillis par des fans et poursuivis dans la rue, ce qui sépare Yoki de Cecilia. En essayant de la retrouver, Yoki finit par tomber sur le dernier membre du groupe des héros, Sir Raven. Alors qu'il est assailli par un groupe de filles, il semble assez mal à l'aise. Yoki décide de l'aider, alors il distrait la foule en les dirigeant vers Yuga, avant d'attraper Raven et de courir dans une ruelle. Une fois qu'ils ont semé la foule, Yoki s'attendait à ce que Raven le remercie au moins, mais il reste complètement silencieux. Il suppose donc que Raven n'est juste pas du genre à beaucoup parler, cependant, alors qu'il s'en va, il entend Raven lui demander d'attendre, et il comprend immédiatement pourquoi Raven ne parle pas beaucoup. C'est parce que sa voix ressemble à celle d'une adolescente, il évite généralement de parler devant la foule car il craint que les gens ne se moquent de lui, mais Yoki n'a pas l'intention de le faire. Après tout le monde a ses propres complexes. Raven est soulagé d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi compréhensif que Yoki. Mais juste à ce moment-là, Yoki se souvient qu'il est censé chercher Cecilia, alors il part en courant pour la retrouver. Le reste de la journée se passe sans encombre, mais le lendemain matin, Yoki découvre que Cecilia a de la fièvre à cause de tout le stress d'hier. Elle était déjà près de son point de rupture, mais devoir gérer tous ses fans d'un coup l'a poussée à bout, et Yoki a l'impression que c'était sa faute. Aqua dit à Yoki qu'il n'a pas besoin de se sentir coupable, puisque Cecilia n'a qu'un léger rhume, et elle n'est pas en colère contre lui pour la tournure des événements. Mais elle est en colère contre Yuga, par contre, alors ils vont avoir une discussion musclée sur les limites la prochaine fois qu'elle le verra. Même si c'est lui qui a causé l'état de Cecilia, dès qu'il l'a appris, il a essayé de venir pour s'occuper d'elle.
Mais les servantes l'ont renvoyé à la porte avant qu'il ne puisse faire d'autres bêtises. Cela dit, Aqua pense que ce serait bien pour Cecilia de voir un ami pendant qu'elle se rétablit, alors elle demande à Yoki de lui rendre visite. Sofia conduit Yoki à la chambre de Cecilia et frappe à la porte pour lui faire savoir qu'il est là. Cecilia commence à paniquer et demande à Yoki d'attendre dehors pendant qu'elle range un peu, mais Sofia l'assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car elle a déjà rangé tous les jouets de Cecilia avant l'arrivée de Yoki. Mais l'entendre le dire à voix haute est toujours aussi embarrassant. Quoi qu'il en soit, Yoki peut entrer maintenant, alors il entre et s'assied à côté de son lit. Il s'excuse pour la tournure des événements et lui dit qu'il se rattrapera d'une manière ou d'une autre, mais Cecilia dit qu'elle ne le blâme pas pour ce qui s'est passé. Cependant, s'il se sent vraiment coupable, alors elle lui dit qu'il pourra se rattraper en sortant avec elle pour un autre rendez-vous une fois qu'elle sera rétablie. Yoki est stupéfait un instant car Cecilia vient de lui demander de sortir avec elle et c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée de la journée. Alors il lui dit qu'il s'assurera que leur prochain rendez-vous sera meilleur qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. Malheureusement, il était un peu trop enthousiaste dans sa déclaration et crier autour de Cecilia pourrait aggraver son état, alors Sofia entre et le met poliment à la porte. Il est sur le point de rentrer chez lui, mais tout à coup, il remarque Raven qui s'approche nerveusement de la maison de Cecilia et il est curieux de savoir ce qu'il fait là, alors il va le saluer. Raven semble avoir beaucoup de choses en tête, alors Yoki lui demande si quelque chose le tracasse. Raven admet qu'il essaie de prendre son courage à deux mains pour avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. Tout comme Yoki, elle n'a pas ri de sa voix quand elle l'a entendu et depuis, Raven a le béguin pour elle. Yoki ne comprend pas vraiment pourquoi Raven est si inquiet, car il est grand, beau et célèbre. Le seul problème qu'il a est sa voix, et la fille qu'il aime a déjà dit que ça ne la dérangeait pas, alors il a de très bonnes chances qu'elle accepte ses sentiments. Raven réalise que Yoki a raison, alors il décide de faire sa confession et Yoki est fier de lui, mais ensuite il réalise que Raven se dirige droit vers la maison de Cecilia, alors il s'est peut-être créé un rival de taille. Il essaie de se convaincre que Cecilia n'accepterait jamais une confession aussi soudaine de Raven, mais d'un autre côté, ils étaient ensemble dans le groupe du héros, alors qui sait ce qui a pu se passer pendant leur voyage ? Il recommence à paniquer, mais juste à ce moment-là, il voit Raven revenir du manoir, complètement anéanti. Il croyait sincèrement que le pire qu'elle pouvait dire était non, mais il s'était trompé et maintenant il veut juste rentrer chez lui et réfléchir à sa vie sous la douche. Voir Raven si abattu rend Yoki curieux, alors il retourne à la maison et demande à Sofia si elle sait ce qui est arrivé à Raven quand il est venu avouer ses sentiments à Cecilia. Elle lui dit que Raven est bienvenu ici, mais d'après ce qu'elle a vu, il était là pour parler à Happiness. Cette information prend vraiment Yoki au dépourvu, car il n'avait aucune idée que Raven avait le béguin pour elle. Il décide d'aller parler à Happiness, et quand il la trouve enfin, il lui demande si elle a parlé à un gars aux cheveux roux, il y a un petit moment. Happiness confirme cela, alors Yoki lui dit que Raven est en fait l'un de ses amis, et elle semble surprise de l'entendre. Yoki lui demande ensuite s'il est vrai que Raven lui a avoué ses sentiments. Et si oui, il aimerait savoir ce qu'elle a dit qui l'a tellement contrarié. Happiness fait une pause un instant, mais elle révèle finalement que lorsque Raven lui a demandé de sortir avec elle, elle lui a immédiatement dit que c'était absolument impossible. Être rejeté comme ça blesserait n'importe qui, alors Yoki comprend pourquoi Raven était si déprimé après, mais si Happiness ne l'aime pas, alors il n'y a rien à faire. Cependant, elle dit qu'elle aime en fait Raven, mais avant que Yoki ne puisse lui demander ce qu'elle veut dire par là, elle s'enfuit. Plus tard cette nuit-là, Yoki convoque une réunion avec le reste de ses subordonnés pour discuter de ce qui se passe avec la relation entre Happiness et Raven. Les deux autres n'ont aucune idée de qui est censé être Raven, alors Yoki clarifie que Raven est l'épéiste du groupe des héros. Mais dès qu'il dit cela, Duke s'enflamme et exige de savoir pourquoi Yoki mettrait Happiness avec un humain. Yoki explique que ce n'est pas lui qui les a présentés et en fait il n'a aucune idée de comment ils se sont rencontrés au départ. Mais ce n'est pas le problème ici. Il dit à tout le monde que Raven a récemment avoué ses sentiments à Happiness, et Duke suppose qu'elle ne l'a pas bien pris puisque la plupart des humains qu'elle avait rencontrés la chassaient l'eau pour ses plumes ou étaient en fait des fétichistes de la fourrure. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt mauvais. Cela dit, Shake ne pense pas que Happiness déteste tous les humains. Après tout, elle a volontairement choisi de travailler comme femme de chambre parce qu'elle aimait les gens du manoir, alors elle a dû être capable de sentir que Raven est un bon gars. Le lendemain, Yoki se rend à la guilde comme d'habitude, mais à sa surprise, Cramon n'est pas là aujourd'hui. L'une des autres réceptionnistes appelle Yoki, car elle le reconnaît comme le gars qui parle toujours au vice-maître de guilde. Yoki n'a aucune idée de ce dont elle parle au début, mais elle explique que malgré l'apparence paresseuse de Cramon, il est vraiment le vice-maître de guilde ici. C'est une révélation choquante, mais pour l'instant, Yoki est plus intéressé à savoir où est allé Cramon. C'est censé être un secret, mais puisque Yoki est ami avec Cramon, la réceptionniste l'informe qu'il a été hospitalisé après une bagarre avec sa femme. Plus tard dans la journée, Yoki se rend à l'hôpital pour rendre visite à Cramon et il est surpris de voir à quel point il a été blessé.
Il demande ce qui s'est passé alors Cramon explique qu'hier c'était son anniversaire de mariage. Il voulait choisir un bon cadeau pour sa femme, mais il s'est tellement absorbé que toute la journée s'est passée à regarder des bijoux, et quand il est enfin rentré chez lui, il avait déjà manqué le dîner. Alors sa femme a pensé qu'il avait oublié l'anniversaire, et ils se sont disputés violemment après. Yoki pense que la femme de Cramon doit être assez forte pour l'avoir blessé comme ça, et il dit que c'est à prévoir puisqu'elle est une ancienne aventurière de rang A. Yoki n'arrive pas à croire que Cramon soit marié à quelqu'un de rang A. Mais pour information, Cramon est aussi un ancien de rang A. Il faudra un certain temps à Cramon pour guérir naturellement de toutes ses blessures, alors Yoki propose d'utiliser la magie de guérison pour l'aider. Mais Cramon rejette immédiatement l'idée. Être blessé comme ça est l'excuse parfaite pour que sa femme le soigne aux petits oignons. Juste à ce moment-là, la femme de Cramon entre et il s'avère que c'est Sophia, ce qui est un énorme choc pour Yoki. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle se marierait avec quelqu'un comme Cramon, mais ils semblent heureux ensemble, mis à part les occasionnels malentendus violents. Un peu plus tard, Yoki se prépare à partir, alors Sophia le remercie d'avoir tenu compagnie à son mari avant son arrivée. Il dit qu'il n'y a pas besoin de le remercier car c'est normal de rendre visite à un ami blessé. Mais en parlant d'amis, il demande à Sophia si Cecilia va mieux aujourd'hui. Elle lui dit que la fièvre de Cecilia est partie, alors elle se sent beaucoup mieux maintenant, mais elle est actuellement sortie faire des courses, donc il ne pourra pas la voir avant un moment. Yoki demande à Sophia si elle a des idées de bons cadeaux qu'il pourrait lui offrir, puisqu'il veut faire quelque chose de gentil pour elle. Mais elle lui dit que tant que ça vient du cœur, Cecilia sera contente de tout ce qu'il lui offrira. Yoki la remercie pour le conseil et quitte l'hôpital, mais alors qu'il marche dans la rue, il commence à fantasmer sur ce que ce serait si lui et Cecilia se mariaient un jour. Au moment où il sort de sa rêverie, il réalise qu'il est près du dortoir de nuit, alors il décide de passer voir Raven pendant qu'il est là. Il ouvre la porte et trouve Raven allongé dans son lit, aussi déprimé que le jour où Happiness l'a rejeté. Il se sent mal pour le gars, alors il veut l'aider. Il demande à Raven s'il peut expliquer comment lui et Happiness se sont rencontrés pour la première fois, alors Raven lui dit que tout a commencé un après-midi ordinaire. Raven était occupé par sa patrouille quotidienne quand il a soudainement remarqué une fille harcelée par deux gars ivres. Il a rapidement réglé le problème avec le premier et après que les autres aient réalisé qui il était, ils se sont tous enfuis, alors son travail ici était terminé. Puisque Happiness était en sécurité maintenant, il s'est retourné pour partir, mais elle a soudainement attrapé sa cape pour le remercier. Raven lui a dit qu'il n'y avait pas besoin de le remercier puisqu'il ne faisait que son travail, mais il a alors réalisé qu'il venait de révéler sa voix à une inconnue et il a commencé à s'inquiéter qu'elle ne se moque de lui pour ça. Cependant, au contraire, Happiness lui a dit qu'il avait une belle voix. Au début, il a pensé qu'elle plaisantait, mais Happiness était aussi sérieuse que possible car elle aimait vraiment le son de la voix de Raven. Elle l'a ensuite remercié à nouveau de l'avoir sauvé et est partie finir ses courses pour la journée, mais elle a laissé une impression durable sur lui. C'est pourquoi il a finalement pris son courage à deux mains pour lui avouer ses sentiments. Mais ça ne s'est pas passé aussi bien qu'il l'avait pensé. Il pense que c'était une erreur d'avouer ses sentiments si tôt alors qu'ils se connaissent à peine, car ça l'a probablement mise mal à l'aise. Cependant, Yoki lui dit qu'il ne devrait pas abandonner si tôt, car il a le sentiment qu'il pourrait encore avoir une chance avec Happiness. Mais pour l'instant, il suggère qu'ils sortent tous les deux un moment pour lui remonter le moral. Yoki finit par emmener Raven à la bijouterie où il était venu avec Cecilia la dernière fois parce qu'il n'a jamais pu lui acheter ce collier. Et pendant qu'ils sont là, Raven aperçoit un magnifique pendentif qui irait très bien à Happiness. Il n'est pas sûr de devoir l'acheter ou non car Happiness pourrait trouver étrange de recevoir un cadeau de quelqu'un qu'elle connaît à peine, mais Yoki l'assure qu'elle appréciera l'intention qu'il y a mise. Et si rien d'autre, elle aimera forcément le design parce qu'il lui va vraiment bien. Raven finit par décider d'acheter le pendentif, et comme il ne veut pas que quiconque entende sa voix, il le communique avec la caissière par écrit. Cependant, alors qu'ils quittent le magasin, Yoki et Raven tombent sur Mikana, et elle est surprise de les voir tous les deux dans une bijouterie. Elle demande ce qu'ils font là, et Yoki répond immédiatement, disant qu'ils sont là pour acheter des cadeaux pour les femmes qu'ils aiment. Mikana savait déjà que Yoki avait le béguin pour Cecilia, alors elle n'est pas surprise par ça, mais elle n'avait aucune idée que Raven avait aussi le béguin. Elle lui demande de cracher le morceau, mais Raven refuse de dire un mot en sa présence, et c'est entièrement sa faute, car elle s'est moquée de sa voix une fois, et depuis, il est trop gêné pour parler en sa présence. Mikana se sent mal à ce sujet, et elle s'est déjà excusée, mais elle sait que s'excuser ne change rien à ce qu'elle a fait, alors elle ne veut pas le forcer. Cependant, même si Raven ne veut pas lui parler, elle veut quand même entendre tous les détails sur son béguin, alors elle l'invite, lui et Yoki, à déjeuner avec elle. Cependant, juste au moment où elle pense qu'ils seront enfin prêts à parler, Yoki et Raven commencent à se gaver de nourriture pour ne pas avoir à dire quoi que ce soit. C'était un plan parfait, mais dès que Mikana mentionne qu'elle pourrait raconter à Yoki des histoires sur Cecilia s'il lui parle, il abandonne immédiatement le plan.
Mikana lui demande jusqu'où il est allé avec Cecilia et il lui dit que ce n'est rien de spécial car ils ne sortent pas encore ensemble et elle a apparemment reçu des tonnes d'offres de mariage, y compris une de Yuga. Entendre cela énerve un peu Mikana car elle ne comprend pas pourquoi il ne capte pas ses allusions. Il a toujours été un peu tête en l'air, alors il tombait parfois accidentellement sur elle et Cecilia en train de se changer ou de prendre un bain. Et il est si populaire auprès des dames qu'une foule immense se formait toujours, peu importe où ils allaient. Ce n'était jamais vraiment intentionnel de sa part, mais son comportement insouciant agaçait vraiment Cecilia et elle peut être terrifiante quand elle est en colère. Mikana demande ensuite à Raven des détails sur son béguin, mais Yoki la coupe car il ne veut pas la laisser le taquiner. Mikana promet qu'elle n'essaie pas de se moquer de lui pour son béguin ou quoi que ce soit, elle a juste quelques problèmes relationnels à elle dont elle voulait parler. La vérité est qu'elle a le sentiment que Yuga la déteste à cause de quelque chose qu'elle a fait. Elle dit à Yoki que bien que le rapport du royaume dise qu'ils ont revendiqué une victoire absolue sur le seigneur démon, ils ont en fait été vaincus plusieurs fois et c'était par un général démon aléatoire, pas moins. Chaque fois qu'ils perdaient, ils se retrouvaient dans un village voisin avec toutes leurs blessures guéries pour une raison quelconque. Mais peu importe le nombre de fois qu'ils y retournaient, ce démon continuait de les vaincre de la manière la plus humiliante. Yoki commence à se sentir un peu coupable puisqu'il a prolongé leur défaite quelques fois pour pouvoir passer plus de temps à regarder Cecilia, mais pour sa défense, il n'essayait pas de les humilier. Quoi qu'il en soit, après chaque défaite, le groupe était forcé de mentir aux gens et de cacher le fait qu'ils avaient été vaincus afin de préserver leur foi dans le groupe des héros. Mais les provisions diminuaient et s'ils ne vainquaient pas ce démon bientôt, les gens perdraient toute confiance en eux. C'est alors que, lors d'une tentative, le démon en question leur a fait une offre. Il a dit qu'il leur permettrait d'aller directement à la salle du trône du Seigneur Démon sans être défiés, mais seulement s'ils étaient prêts à laisser Cecilia derrière, et Mikana a été celle qui a convaincu tout le monde de l'abandonner pour que Yuga ne soit pas vu comme un échec. Cecilia a fini par survivre, mais Mikana ne pense pas que Yuga lui ait pardonné d'avoir fait un choix aussi cruel. Il agit toujours de manière amicale et joyeuse autour d'elle, mais elle peut sentir que son opinion d'elle a changé. Cecilia doit aussi penser différemment d'elle après ce qui s'est passé, alors les choses sont un peu gênantes entre elles. Yoki se sent en partie responsable de tout cela, car ce sont ses actions qui ont causé la fissure dans leur groupe, mais il ne peut pas faire grand-chose pour y remédier. Il lui demande si elle a au moins essayé de parler à Cecilia de ça, mais comment est-elle censée faire ça exactement ? Elle ne peut pas juste dire qu'elle était prête à sacrifier Cecilia, parce qu'elle se souciait plus de protéger l'honneur de Yuga en tant que héros. Yoki sait que c'est un sujet difficile à aborder, mais si rien n'est fait, alors ils continueront tous à être gênés les uns envers les autres indéfiniment. Alors il lui dit d'y réfléchir. Mikana réalise que Yoki a raison, alors elle décide de faire de son mieux pour faire amende honorable après tout. Après, Raven décide aussi d'essayer de parler à Happiness à nouveau, alors lui et Yoki retournent à la maison de Cecilia. Il finit par trouver Happiness et s'excuse auprès d'elle d'avoir avoué ses sentiments si soudainement la dernière fois. Il lui tend ensuite le pendentif qu'il a acheté et lui demande si elle aimerait commencer en tant qu'amie, et Happiness semble aimer cette idée. Quelques jours passent et Yoki est au bord de la crise de nerfs parce qu'il n'a pas pu voir Cecilia depuis presque une semaine maintenant. Après qu'elle se soit rétablie, elle a été occupée à visiter divers villageois et à soigner les blessés et les malades là-bas. Le reste du groupe des héros a également été assez occupé, puisque Raven est le capitaine des chevaliers, Mikana est une magicienne royale et Yuga a entrepris de nombreuses missions d'extermination et diplomatiques. Mais lui, par contre, n'a absolument rien fait. Juste à ce moment-là, Happiness frappe à la porte de Yoki et dit qu'elle est là pour livrer un message. Apparemment, Cecilia l'a envoyé pour informer Yoki qu'elle rentrera chez elle cet après-midi. Et cela signifie qu'il va enfin pouvoir la revoir. Il est fou de joie, c'est l'occasion rêvée de lui offrir ce collier qu'il a acheté, ayant raté sa chance la dernière fois. Mais alors qu'il déambule, une vieille dame, installée à son stand de voyance, l'interpelle et lui prédit la pire des malchances imaginables pour aujourd'hui. Ça devrait l'inquiéter, mais Yoki pense que c'est une arnaque et continue sa journée. Après tout, s'il va voir Cecilia, qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ? D'abord, Yoki se rend dans une boulangerie locale pour prendre un cadeau pour Cecilia. Mais la dame qui y travaille d'habitude a pris son jour et son frère la remplace, prenant son rôle un peu trop au sérieux. La situation est assez gênante pour Yoki, alors il commande juste quelques cupcakes et s'en va. Et en marchant, il réalise que tous les cupcakes ont été écrasés par les muscles saillants du type. Bon, les gâteaux sont toujours bons, mais c'est quand même une sacrée poisse que ça tombe sur son lot. D'autres petites choses sont arrivées à Yoki en chemin vers la maison de Cecilia. Il bouscule un homme énorme, manque de marcher dans une crotte de chien, puis un gamin le percute et fait tomber sa viande par terre. Yoki aurait pu ignorer l'enfant et continuer, mais il est trop gentil pour ça. Il propose donc d'en racheter un pour que le gamin arrête de pleurer, même si ce n'était pas sa faute. Jusqu'ici, ce n'étaient que des petits tracas, mais la chance de Yoki empire car un instant plus tard, un pickpocket lui arrache son portefeuille.
Certains auraient abandonné, mais Yoki ne va pas laisser son argent durement gagné s'envoler. Il utilise un peu de son pouvoir pour rattraper le pickpocket et lui botte les fesses. Yoki était totalement justifié, mais malheureusement, Hyuga était dans les parages et n'a vu que Yoki en train de tabasser un type et de prendre un sac d'argent. Yoki tente d'expliquer que c'est un malentendu, mais Hyuga n'y croit pas et commence à l'attaquer, essayant de le faire se rendre. Yoki pourrait sans problème botter les fesses de Hyuga s'il le voulait. Mais ça révélerait sa couverture d'humain normale, alors il décide de fuir. Cependant, ça ne marche pas car son chemin est vite bloqué par des chevaliers et se battre maintenant ne ferait qu'aggraver les choses. Yoki finit par se rendre. Il est jeté en prison pour son prétendu crime et il commence à penser que la voyante avait peut-être raison sur sa malchance du jour. Cela dit, tout n'est pas perdu car il a toujours des amis qui veillent sur lui et peu après, Duke vient lui rendre visite. Duke a été repéré par les chevaliers royaux il y a quelques jours et il trouve amusant que Yoki se soit mis dans ce pétrin si vite. Yoki affirme n'avoir rien fait de mal, mais Duke le sait déjà et lui dit de ne pas s'inquiéter. Raven est au courant de toute l'affaire et enquête, ce n'est donc qu'une question de temps avant que tout ne soit résolu. Juste à ce moment, une autre chevalière, Irene, arrive et dit à Yoki qu'il a été blanchi de tout soupçon et qu'il est libre de partir. Yoki est soulagé d'entendre ça, mais elle lui dit ensuite que Hyuga veut apparemment le rencontrer pour s'excuser, ce qui est la dernière chose que Yoki s'attendait à entendre. Plus tard, Yoki rencontre Hyuga au restaurant et Hyuga est sincèrement désolé pour tous les ennuis qu'il a causés, alors pour se faire pardonner, il lui offre un festin. Yoki est aveuglé par l'innocence pure qui émane de Hyuga, et il est clair qu'il n'a aucune mauvaise intention, alors il accepte son offre. Et une fois le repas terminé, Hyuga entame la conversation. D'abord, il dit qu'il ignorait que Yoki était ami avec Raven et bien qu'il ne l'ait pas reconnu sur le coup, maintenant qu'il a eu l'occasion de lui parler, il réalise que c'est le même gars qui traînait avec Cecilia la dernière fois. Sur ce, il demande à Yoki quelle est sa relation avec Cecilia et Yoki répond calmement qu'ils ne sont encore que des amis, ce que Hyuga est soulagé d'entendre. Mais ensuite, il dit vouloir demander conseil à Yoki. Il dit vouloir savoir comment bien s'entendre avec Cecilia. Et c'est la dernière chose dont Yoki voudrait parler avec Hyuga. Il lui dit qu'ils ne sont amis que depuis peu. Alors s'il veut des conseils, il devrait demander à quelqu'un qui la connaît depuis bien plus longtemps, comme Mikana par exemple. Cependant, Hyuga dit qu'il ne peut pas demander conseil à Mikana car elle déteste probablement Cecilia. Yoki est choqué de l'entendre dire ça et demande s'il l'a entendu le dire elle-même, mais Hyuga répond que non, il sait juste que Mikana n'aime pas Cecilia. Il révèle que pendant la bataille finale, Mikana a convaincu l'équipe d'abandonner Cecilia et il n'y a aucune chance qu'elle ait fait ça si elle ne la détestait pas. Yoki ne trouve pas juste que Hyuga présume les intentions de Mikana sans même lui en avoir parlé. Il dit que Mikana était aussi bouleversée que les autres d'avoir laissé Cecilia car elle pleurait tout le temps. Mais Hyuga lui demande comment il pourrait savoir ça alors qu'il n'était même pas là. Yoki ne peut toujours pas révéler qu'il est le démon de l'époque. Alors il fait changer Hyuga de sujet avec une explication imparable. « Fais-moi confiance mon pote, c'est tout !» Hyuga ne questionne plus Yoki, mais il refuse d'accepter que Mikana n'était pas en faute, car si ce n'est pas sa faute, alors ce doit être la sienne, et il ne pourrait jamais se pardonner d'avoir abandonné Cecilia. Yoki lui dit qu'il doit arrêter de rejeter la faute sur ses amis, car s'il ne peut pas accepter la responsabilité de ses propres actions, alors il ne mérite pas de se dire un héros. Hyuga éclate soudain en sanglots et Yoki pense qu'il a peut-être été un peu trop loin en criant. Mais il s'avère que les mots de Yoki ont vraiment aidé Hyuga à comprendre où il s'était trompé. Mikana est son amie d'enfance depuis toujours et elle a toujours été à ses côtés pour le soutenir depuis qu'il est devenu un héros. Pourtant, il n'a pas pu lui faire confiance et a choisi de croire qu'elle avait abandonné Cecilia par haine. Il ne sait pas comment il pourrait arranger les choses entre eux. Yoki lui dit qu'il peut juste s'excuser car Mikana tient clairement toujours à lui et même si elle le gronde un peu, elle lui pardonnera sûrement à la fin. Hyuga est fou de joie et dit qu'il va s'excuser tout de suite mais il est trop nerveux pour le faire seul, alors il demande à Yoki et Raven de l'accompagner. Ils arrivent finalement chez Mikana mais Yoki est un peu contrarié d'avoir été entraîné dans un si long détour alors qu'il voulait juste rendre visite à Cecilia aujourd'hui. Hyuga dit qu'il a juste besoin de soutien moral, alors ils peuvent attendre dehors pendant qu'il entre pour s'excuser. Hyuga entre alors et court jusqu'à la chambre de Mikana où il la trouve en train de se changer. Mais tandis que Mikana est immédiatement gêné, Hyuga reste impassible et lui dit qu'il a quelque chose d'important à dire.
Il lui dit qu'il vient de réaliser qu'il l'a traitée injustement tout ce temps, car il n'arrêtait pas de penser qu'elle avait intentionnellement abandonné Cecilia alors que ce n'était pas le cas. Il sait que des excuses ne suffiront pas à compenser ce qu'il a fait, mais il espère qu'elle pourra lui pardonner pour qu'il puisse revenir à la situation d'avant. Mikana est vraiment soulagée que Hyuga ne la déteste plus, mais se souvient alors qu'elle est toujours en sous-vêtements et elle ne sait pas ce qui est pire. Le fait que Hyuga ait fait irruption pendant qu'elle se changeait ou le fait qu'il soit complètement imperturbable. Quoi qu'il en soit, elle est toujours furieuse. Alors elle décharge sa colère sur Hyuga et dehors, Raven et Yoki voient ce qui se passe. Mais ils ne peuvent rien faire pour aider. Alors ils abandonnent tous les deux Hyuga à son sort. Il est enfin libre d'aller voir Cecilia et en chemin, il repasse devant la voyante. Mais il pense toujours que c'est une arnaque, alors il ne s'arrête pas pour écouter. La voyante n'apprécie pas d'être ignorée pour la deuxième fois de la journée. Mais pour une raison quelconque, il semble que la chance de Yoki tourne enfin, il a dû faire une très bonne action récemment. Un peu plus loin, Yoki croise la propriétaire de la pâtisserie qui vient d'apprendre que la plupart des gâteaux qu'il a achetés plus tôt ont été écrasés par son frère, alors elle veut s'en excuser. Yoki lui dit que ce n'est pas grave, mais elle veut quand même réparer ça, alors elle lui offre un nouveau sac de gâteaux. Yoki continue son chemin, mais tout à coup, il est entouré de 3 hommes en costume, et au début, on pourrait croire qu'il est en difficulté. Mais il s'avère que ces hommes sont les assistants personnels du garçon de tout à l'heure, et ils voulaient remercier Yoki de sa gentillesse en lui offrant un sac de brochettes de viande. Un peu plus tard, Yoki arrive enfin chez Cecilia, mais elle est un peu contrariée car il est vraiment en retard. Il entre pour enfin rencontrer Cecilia, et elle est vraiment heureuse de le voir car ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Yoki dit qu'il a un cadeau pour elle et Cecilia est reconnaissante, mais elle n'a jamais vu quelqu'un associer des gâteaux avec de la viande auparavant. Cela dit, elle propose de préparer une théière pour qu'ils puissent partager les collations en discutant. Mais Yoki est surpris d'entendre ça car faire le thé est généralement le travail d'une femme de chambre. Cecilia explique fièrement qu'elle a récemment demandé à Sofia de lui apprendre quelques tâches ménagères, alors elle sait maintenant faire le thé correctement et elle peut cuisiner sans brûler la nourriture 70% du temps. Après quelques minutes de discussion, Cecilia apprend que Yoki et Raven sont devenus amis et que Yoki a fait la connaissance de Mikana et Hyuga. Mais en parlant d'eux, ils entendent soudain la voix de Hyuga appeler Cecilia. Quelques instants plus tard, Hyuga fait irruption dans la chambre de Cecilia et lui dit qu'il a beaucoup de choses à lui pardonner, mais Mikana le repousse d'un coup de poing et lui dit qu'il est trop insistant. Cecilia n'a aucune idée de ce qui se passe et Yoki est tout aussi surpris car il ne pensait pas que les autres apparaîtraient ici tout d'un coup, mais ils ont tous quelque chose à se faire pardonner. Mikana commence et dit qu'elle est désolée d'avoir abandonné Cecilia à l'époque. Cecilia leur dit à tous que ça ne la dérange pas tant que ça car sa vie n'était pas la seule en danger à ce moment-là. Après tout, les autres ont dû affronter le Seigneur Démon seul, sans guérisseur pour les soutenir. Et il s'avère qu'aussitôt le Seigneur Démon vaincu, Mikana a été la première à revenir pour s'assurer que Cecilia allait bien, suivie de près par Hyuga et Raven. Le fait qu'ils soient tous revenus pour essayer de l'aider malgré leur épuisement de la bataille a montré à Cecilia qu'ils tenaient toujours à elle. Et ce n'est pas comme s'il y avait eu un autre choix à l'époque, alors Cecilia ne pouvait pas leur en vouloir pour la décision qu'ils avaient pas prise. Tout ce qui compte maintenant, c'est que tout le monde s'en soit sorti vivant, donc il n'y a pas besoin de se sentir coupable de ce qui s'est passé. Plus tard, ce même jour, Yoki et Cecilia se promènent, et Cecilia demande si Yoki a eu quelque chose à voir avec les excuses soudaines des autres. Il admet qu'il leur a donné un petit coup de pouce dans la bonne direction puisque tout ça était un peu de sa faute au départ et Cecilia est reconnaissante car ses amis sont enfin réunis. C'est l'occasion parfaite, alors Yoki dit à Cecilia qu'il a un cadeau pour elle et cherche le collier qu'il a acheté. Il lui demande si elle est prête à l'accepter et elle lui dit joyeusement qu'elle le chérira pour toujours, ce qui est un immense soulagement pour Yoki car il ne savait pas ce qu'il ferait si elle l'avait refusé. Un peu plus tard, Cecilia demande à Yoki de l'accompagner en mission car elle a reçu un appel à l'aide d'un village isolé. Yoki est plus qu'heureux d'offrir son aide. Mais Sik est là aussi et il n'est pas content de ça. C'était censé être l'occasion pour Yoki de passer du temps seul avec Cecilia, mais Sik ne voulait pas être laissé de côté, alors il a trouvé un moyen de s'incruster et il est déjà trop tard pour le virer. Le groupe arrive finalement au village en question et Cecilia avait entendu dire que cet endroit avait été attaqué par des bandits, mais c'est bien pire qu'elle ne l'imaginait. Le chef du village sort bientôt pour saluer Cecilia et il est ravi que la célèbre prêtresse ait décidé de visiter leur village, mais il n'a aucune idée de qui sont Yoki et Sik. Cecilia l'informe que ce sont ses amis et qu'ils sont tous deux doués en magie de guérison, alors ils sont là pour aider à soigner les blessés et le chef est heureux de l'entendre. Il les conduit à la mairie où tous les blessés sont rassemblés et le groupe se met immédiatement au travail. Ils commencent à soigner les villageois un par un et personnellement, autant de guérison n'est pratiquement rien pour Yoki. Mais il voit bien que Cecilia travaille très dur. Il admire à quel point elle se soucie d'aider les blessés.
Mais en parlant des blessés, Yoki est surpris qu'il y ait eu tant de blessures, mais aucune victime parmi les villageois. Le chef explique qu'ils ont eu de la chance car à mi-chemin du raid, les bandits ont été attaqués et forcés de battre en retraite. C'était un heureux concours de circonstances, mais Yoki trouve un peu étrange que quelqu'un soit arrivé juste à temps pour sauver les villageois. Juste à ce moment, Yoki regarde Cecilia et réalise qu'elle se pousse peut-être un peu trop loin, alors il s'approche et lui demande de faire une pause. Cependant, Cecilia refuse de l'écouter car elle veut toujours aider les gens, alors Yoki est forcé de prendre les choses en main et lui jette un sort d'assommoir. Il réalise qu'un inconnu assommant une prêtresse peut mal paraître, mais il assure à tout le monde qu'elle ne fait que dormir et qu'il voulait juste la faire se reposer. Un peu plus tard, Cecilia se réveille enfin de sa sieste involontaire et elle est furieuse contre Yoki pour lui avoir jeté un sort de sommeil sans prévenir. Yoki s'excuse mais il dit qu'il n'avait pas le choix car au rythme où Cecilia se poussait, elle se serait évanouie d'épuisement de mana s'il n'avait rien fait. Cecilia reconnaît qu'elle s'est peut-être un peu trop forcée. Alors elle comprend pourquoi Yoki s'inquiétait pour elle, mais elle veut quand même qu'il promette de ne plus jamais utiliser de magie sur elle sans permission. Yoki promet, et au cas où elle s'inquiéterait encore de soigner les villageois, il lui dit qu'elle peut se détendre car lui et Sik ont déjà fini de s'occuper d'eux. Cecilia est vraiment heureuse d'entendre ça et le remercie sincèrement. Mais juste à ce moment, le chef du village entre pour prendre des nouvelles. Il est content de voir que Cecilia se sent mieux et il déteste lui demander plus. Mais il y a une petite fille qui vit à la périphérie de la ville et il espérait que le groupe pourrait aller la voir. Il demande si la fille a aussi été attaquée par les bandits, mais heureusement ce n'est pas le cas. Elle est parfaitement en sécurité, mais elle est faible et malade depuis sa naissance. Alors il espérait que Cecilia pourrait l'aider à retrouver la santé. Cecilia est prête à essayer, alors elle demande au chef de leur donner les directions de la maison de la fille, et quelques minutes plus tard, ils rencontrent enfin Till. Till est surprise de voir un groupe d'étrangers entrer soudainement chez elle. Mais Cecilia l'assure qu'il n'y a rien à craindre car c'est le chef du village qui les a envoyés ici. On dirait que Till est sur le point de poser une question, mais tout à coup, elle est prise d'une énorme quinte de tout, et tout le monde peut voir que le chef n'exagérait pas en disant que Till était vraiment malade. Six s'approche d'elle pour lui offrir un médicament spécial qu'il a préparé pour l'aider, et au début, Till est un peu sceptique à l'idée d'accepter un jus mystérieux d'un inconnu, mais Yoki l'assure que Six sait ce qu'il fait, donc ce médicament est parfaitement sûr. Il le croit sur parole et avale toute la bouteille, et à sa surprise, sa gorge se sent un peu mieux maintenant. Elle est vraiment reconnaissante et est sûre que la venue du groupe ici est une bénédiction de la divinité gardienne, mais Yoki n'a aucune idée de ce que c'est. Till explique que la divinité gardienne est une statue du dieu à la périphérie de la ville. Elle raconte que le jour de l'attaque des bandits, elle rentrait au village après avoir laissé une offrande à la statue, mais elle s'est soudain sentie très somnolente et s'est évanouie dans la forêt. C'est pourquoi elle a pu éviter d'être blessée par les bandits, et elle est sûre que c'était la divinité qui la protégeait. Sik souligne que cela aurait pu être une pure coïncidence, mais Till est absolument certaine de la protection du gardien. Après tout, quand elle avait 7 ans, elle a été encerclée par des loups une nuit, et elle serait presque certainement morte, mais à la dernière seconde, la divinité gardienne est venue à son secours avec des éclairs noirs, et depuis, elle la protège. Till ne voit rien d'étrange à cela, mais la magie du sommeil et les éclairs noirs ressemblent étrangement à quelque chose qu'un démon pourrait utiliser, alors Yoki et Cecilia sont un peu méfiants. Till jure que sa divinité n'est pas du tout suspecte et elle propose même de les y conduire juste pour le prouver. Cependant, quand elle le leur montre, je veux dire, sérieusement, c'est clairement une statue de démon. Till se fâche et dit qu'elle ne supportera pas qu'on calomnie son gardien bien-aimé, mais elle tient à peine debout, alors Cecilia s'excuse de l'avoir poussé trop loin et raccompagne Till chez elle. Pendant que Cecilia est partie, Yoki examine de plus près la statue et il réalise qu'elle ressemble vraiment à l'une de ces gargouilles qu'ils avaient au château du Seigneur Démon. Mais dès qu'il dit ça, la gargouille prend vie et l'attaque avec des éclairs noirs. Yoki esquive et Sik parvient à maîtriser la gargouille. Mais ils ne savent pas quoi en faire maintenant. Sik suggère de la tuer, mais Yoki lui dit d'arrêter, car il préférerait d'abord essayer de discuter avant de recourir à la violence. Une fois tout le monde calmé, la gargouille s'assied et demande s'ils n'ont vraiment pas l'intention de le tuer. Yoki lui rappelle que c'est lui qui les a attaqués en premier, et la gargouille s'en excuse, mais en entendant Yoki l'identifier comme une gargouille démoniaque, il a réalisé qu'il était démasqué et a un peu paniqué. Il explique qu'il y a plusieurs années, il a été créé pour garder un certain temple, mais en chemin, des bandits l'ont volé. Ces mêmes bandits ont ensuite attaqué ce village, alors la gargouille en a eu assez et les a foudroyés avec ses éclairs. Mais cet acte a fait que les villageois ont commencé à l'adorer comme une divinité gardienne. Avec le temps, ils l'ont tous lentement oublié, alors la seule qui se présente encore est Till et elle vient ici pour nettoyer tous les jours depuis que la gargouille l'a sauvée quand elle était enfant.
Yoki demande si cela signifie que la gargouille n'a aucune intention de nuire aux villageois, et la gargouille répond qu'il n'a rien à voir avec les humains, il vit juste ici, c'est tout. Si c'est le cas, alors il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Alors Yoki s'excuse d'avoir dérangé la gargouille et se tourne pour retourner au village. Mais avant cela, il demande à Sig de lui rendre un petit service. Yoki a en fait demandé à Sig d'aller seul au village afin de pouvoir passer le reste de ce voyage seul avec Cecilia. Mais une fois seul avec elle, il réalise qu'il n'a en fait rien à dire. Alors qu'il marche, Cecilia trébuche sur une racine saillante, alors Yoki bondit pour la rattraper. Et les deux se fixent quelques secondes avant de se détourner gênément. Un peu plus tard, ils rentrent enfin au village et comme par miracle, les bandits d'avant ont décidé de réattaquer et ils sont sûrs que cette fois, rien ne les arrêtera. Et soudain, Yoki, Cecilia et Sik arrivent pour les arrêter. Les bandits sont toujours sûrs que ces mômes n'ont aucune chance contre leur nombre, mais Yoki donne à Sik l'ordre de frapper sans pitié et les bandits tombent comme des mouches. Cecilia est surprise de la force de Sik qu'elle n'avait jamais vu combattre, mais Yoki est bien plus fort. Quand il entre en scène, il assomme une dizaine d'entre eux d'un coup. Même quand un bandit tente de la surprendre, Yoki l'électrocute sans effort. Il a tout sous contrôle. La bataille contre les bandits va bien, jusqu'au moment où il voit de la fumée s'élever vers le sanctuaire du dieu gardien. Pas bon! Yoki demande à Cecilia d'aller vérifier pendant qu'il termine les bandits. Les bandits restants se regroupent pour les submerger. Yoki leur dit calmement « Peu importe votre nombre, vous n'êtes rien pour moi ». Puis il déclenche une tempête de vent et le problème des bandits est réglé. Et Yoki s'inquiète. Sik n'est toujours pas revenu du sanctuaire. Il part avec Cecilia vérifier et découvre les gargouilles gravement blessées et Sik étranglé. Yoki fulmine et exige le nom de l'homme. Cecilia explique que c'est Mil, le héros de l'empire voisin de Gallus. Yoki est étonné. Il pensait qu'il n'y avait qu'un seul héros au monde. Mais l'essentiel, c'est Sik. Quand Sik reprend connaissance, il raconte qu'il est arrivé juste à temps pour voir Miller attaquer la gargouille par derrière, alors qu'elle protégeait Till. Il a tenté d'intervenir, mais il a perdu. Miller répond qu'il n'y a rien de mal à tuer une gargouille, elle a juste été assez bête pour se mettre en travers. Il s'approche pour la finir, Yoki lui ordonne d'arrêter. Elle ne fait de mal à personne. Et Miller s'en fiche. Si tu m'empêches, je te tue aussi. Yoki lance un éclair qui disparaît aussitôt en touchant l'épée de Miller. Cecilia crie à Yoki de reculer. Son épée absorbe toute magie. Elle supplie Miller d'arrêter. Une guerre pourrait éclater. Miller sourit. J'adore l'idée. Son passe-temps préféré? Tuer une guerre? Il pourra massacrer à volonté. Ce type est un psychopathe. Yoki ne le laissera jamais repartir. Miller rit. Tu crois vraiment pouvoir gagner même si tu sais que ta magie ne marche pas? Yoki ne bronche pas et envoie une rafale de sorts. L'épée absorbe la magie, mais comme elle est faite par l'homme, elle a une limite. Après avoir lancé ses sorts les plus puissants, Yoki la fait exploser. Il envoie Miller contre un arbre avec un vent puissant. Il semble mort, mais Miller lance une lance magique. Yoki l'esquive aisément, mais la gargouille est juste derrière lui. La lance vise Yoki, mais Till se jette devant lui, la lance la transperce. Miller est choqué, puis rigole. C'est drôle, une fille qui meurt pour un démon. Yoki se retourne vers Miller. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Miller a déjà un plan. Il tire des flèches sur les amis de Yoki, le forçant à protéger. Pendant ce temps, Miller s'enfuit dans la forêt. Yoki se reproche d'avoir trop compté sur sa magie. Sa colère déclenche sa forme démoniaque. Cecilia ne l'a jamais vu comme ça. Elle s'inquiète. Mais Yoki ne pense qu'à une chose, écraser Miller. Il vole pour le traquer, le pique au sol, puis le fracasse à travers des centaines d'arbres. Miller ne comprend pas. Un démon pareil, après que le seigneur des démons soit mort? Puis Yoki réapparaît derrière lui. Miller tente de riposter. Yoki lui dérobe son arme, le met à genoux, puis le soulève par le cou. Il pourrait le tuer, mais il sait que Cecilia n'en voudrait pas. Il le lâche dans l'eau. Yoki rentre chez Cecilia. Elle l'attend. Il demande des nouvelles des autres. Elle a guéri Till et Sik. Ils vont bien. Elle est soulagée qu'ils soient revenus sains et saufs. Cecilia a invité Till à devenir sa servante. Elle aura un toit. Mais les deux sont convoqués d'urgence au château. Yoki s'agenouille devant le roi et se demande s'il ne va pas trouver un autre tyrannique comme le seigneur des démons. Et le roi est un type cool, pas de cérémonie.
J'ai entendu parler de comment vous avez chassé Miller et les bandits. Vous méritez une récompense. Cecilia refuse la récompense, comme prévu. Le roi se tourne vers Yoki. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Yoki répond « J'ai un vœu que même un roi ne peut pas exaucer. » Le roi s'étonne. Rien ne m'est inaccessible. Yoki lâche « Je veux que Cecilia m'aime. » Il ne l'a pas réfléchi. Cecilia rougit jusqu'aux oreilles. À la maison, elle crie après Yoki « Tu m'as humilié devant le roi. » Il s'excuse, sa mère trouve ça hilarant et décide de les taquiner un peu. Elle dit à Yoki « Tu dois réfléchir, tu ne verras plus Cecilia pendant 1 mois. » Pour Yoki, c'est pire qu'une prison. Mais Cecilia est aussi paniquée. Elle ne peut plus imaginer une seule journée sans lui parler. Elle tente de convaincre sa mère. Aqua cède un peu. 2 semaines, mais vous resterez séparés. Elle ordonne à Happiness de conduire Yoki loin. Happiness l'emmène, mais dans les couloirs, il croise Sik, seul dans le jardin, l'air désespéré. Yoki suppose que c'est à cause de Miller, mais il ne sait pas quoi dire. Il rentre. Là, il trouve Till soignant la gargouille. La mère de Cecilia n'a pas voulu qu'elle l'emmène au château. Happiness lui dit de rentrer travailler. Gars s'inquiète. Till se surmène avec son état. Yoki s'effondre sur son lit, perdu. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Plus de Cecilia. Avant, il passait ses journées chez elle. Il décide d'aller à la guilde dès le matin et demande autant de quêtes que possible. Pas le temps de s'ennuyer. À peu près 2 semaines plus tard, Cecilia est à la maison. Elle se surprend à préparer du thé. Pour lui, même s'il n'est pas là. Sa mère adore ça. Elle lui demande « Pour qui est la 2e tasse ?» Cecilia ment « Pour toi. » Tout le monde sait que c'est faux. Aqua dit que les 2 semaines touchent à leur fin. Yoki va revenir. Elle est même un peu curieuse. Qu'a-t-il bien pu faire pendant tout ce temps ? Juste à ce moment, Yoki rentre, épuisé après une nuit blanche. Ga lui demande pourquoi il est de si bonne humeur. Yoki sourit. « Je vais la revoir !» Ga est content, mais il faut qu'il lui parle sérieusement. Il reprend sa forme de gargouille. Yoki voit alors son corps se déliter. Les blessures de Miller étaient pires que je pensais. Je n'ai plus que quelques jours. Yoki demande pourquoi il n'a rien dit. Ga répond « À quoi bon ? Personne ne peut me réparer. Il veut juste que Yoki prenne soin de Till après son départ. » Yoki est perdu. Sik a dit que son état était stabilisé. Ga soupire. « Oui, mais j'ai vu Till grandir, je sais qu'elle ne va pas s'en sortir toute seule. » Yoki comprend, il promet de veiller sur Till. Ga sourit, puis commence à parler de sa mort en paix. Yoki l'interrompt. « Je vais te sauver, quoi qu'il faut. » Ga apprécie, mais il n'y a plus de temps. Yoki part aussitôt voir le duc pour trouver un remède. Le duc connaît bien les gargouilles qui se désintègrent. « Facile, donnez-lui de la magicite. » Yoki est choqué, c'est aussi simple. Il remercie et part courir. Mais il n'a pas entendu le duc ajouter « Il y a un détail qui, évidemment, ne posera aucun problème. » En sortant, Yoki se rend compte « Où je trouve de la magicite ?» Avant qu'il puisse chercher, il entend Cecilia crier son nom. Elle court vers lui. Till est en train de mourir. Yoki court au château. Till est au lit, en pleine fièvre. Sik tente de préparer un remède, mais il n'a que pour ralentir la maladie. Faut de l'herbe de crépuscule, mais elle pousse seulement là où le mana est si dense. Yoki propose d'aller la chercher. Cecilia veut l'aider. Il est touché. Il a besoin de magicite pour Gea. À l'écoute du nom de Ga, Till essaie de se lever. Il lui est arrivé quelque chose. Sik la repousse. Tu dois te reposer. L'herbe et la magicite sont rares, mais peut-être à la guilde des marchands. Arrivés là, ils apprennent. Tout est épuisé, c'est le pire. Mais Kraman arrive en trombe, il vient chercher un formulaire. Il voit Yoki et tente de lui refiler la quête. Yoki refuse. Je n'ai pas le temps. Kraman l'intercepte. Tu cherches de la magicite et de l'herbe de crépuscule ? Il explique. La quête, un monstre dans une mine de magicite. L'énergie magique y est si dense que l'herbe pousse dedans. Parfait. Yoki et Cecilia acceptent. Sophia les suit pour soutenir son mari et pour veiller à la guérison de Till. 2 jours pour arriver à la mine, Sophia dit « On part demain matin !» Yoki est perplexe. Pourquoi pas maintenant ?
Les monstres sont actifs la nuit, celui-là surtout. C'est un mangeur de roches, muté après avoir mangé de la magicite, résistant à la magie. Il faut ramener sa peau intacte, il faut l'immobiliser, puis le tuer à l'intérieur. Le lendemain, tout le monde est prêt, mais Sophia est en tenue de servante, Yoki et Cecilia s'étonnent. « Je vais bien comme ça !» En vrai, elle adore que Kraman trouve ça mignon. Dans la mine, il trouve le monstre en train de dévorer de la magicite. Il lance des rochers, les esquive. Yoki envoie un éclair, comme dit Kraman, inutile. Pour le tuer sans déchirer la peau, il faut entrer dedans. Kraman protégera Sophia pendant qu'elle saute dans sa bouche. Cecilia pense que c'est fou. Mais Kraman fait confiance à Sophia et elle lui fait confiance. Yoki et Cecilia immobilisent le monstre avec glace et chaînes. Sophia est entourée de ses shakigami. Elle saute dans la gueule, reste à attendre qu'elle le détruise de l'intérieur. Mais le monstre a un dernier tour. Il crée des clones miniatures aussi résistants à la magie. Yoki doit boxer pour les repousser. Dans la glace, le monstre casse les chaînes et vole contre Cecilia. Yoki court la protéger, mais à l'instant où il avance, il gèle. Sophia a commencé à le déchiqueter. Le monstre s'écroule, Kraman éclate de soulagement. Sophia émerge indemne. Il ramasse la magicite et l'herbe. Il y en a en abondance. Ils sortent. Yoki est prêt à rentrer. Mais Kraman, on ne part pas ce soir. Trop dangereux. Yoki est furieux. Il aurait pu voler seul, mais il ne peut pas révéler qu'il est démon. La nuit, Yoki s'échappe discrètement. Mais Cecilia l'attend déjà dehors. Elle savait qu'il essaierait. Elle lui a préparé un sac avec tout ce qu'il faut. Il est touché. Il s'élève dans les cieux. Quelques heures plus tard, il arrive à la ville. Arrête sur la table, inerte. Yoki le secoue. « Tu vas laisser Till toute seule ?» À l'évocation de son nom, Gar ouvre les yeux. « Ah, Till va bien ?»« Oui, j'ai donné l'herbe à Sik, il te reste juste la magicite. » En lui bourrant la gueule de pierre, Yoki voit une griffe. Mais avant qu'il la reconnaisse, Gar brille. Il est guéri. Il court chez Till. « Je vais bien, je suis là. » Yoki est ému, mais il doit rentrer avant qu'on le remarque. Épuisé, il s'effondre sur les cuisses de Cecilia dans le carrosse. Elle ne bouge pas, elle adore. Yoki s'excuse, mais en remettant les oreilles de chat en place, il remarque un costume noir avec un casque assorti tout près. Et ses instincts de seigneur des ténèbres prennent le dessus un instant, car il décide immédiatement de l'essayer. Kraman trouve ça vraiment ridicule, mais Yoki adore absolument et ne ressent aucune honte. Il veut vraiment faire des trucs cool dans cette tenue. Alors il demande à Kraman de lui donner autant de quêtes que possible. Kraman, agacé par le numéro de Yoki, décide de jouer le jeu. Il ramène Yoki à la guilde et dit à la réceptionniste qu'il veut s'inscrire pour toutes les quêtes disponibles. La réceptionniste ne reconnaît pas Yoki à cause de son costume, mais comme Kraman se porte garant, elle parcourt la pile de quêtes et l'informe qu'il y a 4 quêtes de rang A disponibles, et Yoki dit qu'il veut toutes les prendre. La réceptionniste est choquée d'entendre cela car elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un d'assez fort pour gérer 4 quêtes de rang A à la fois. Elle lui demande son nom, mais Yoki, en parfait seigneur des ténèbres, décide de donner un faux nom. Et Kraman est tellement épuisé qu'il ne prend même pas la peine de le corriger. Plus tard ce jour-là, Yoki abat un dragon dans la forêt pour accomplir l'une des quêtes qu'il a acceptées. Et quand il est revenu à la guilde avec le cœur de dragon, tout le monde a commencé à le respecter comme un puissant guerrier, bien qu'il ne sache toujours pas qui il était. À la fin de la journée, Yoki avait accompli la plupart de ses quêtes, mais il lui en restait une, celle de capturer ce criminel. Plus tard, cette nuit-là, le criminel en question, en vie, se faufile derrière 2 gardes et utilise la magie du sommeil pour les assommer avant de s'introduire dans l'entrepôt avec ses 2 acolytes, jalousie et brûlure d'estomac. Sérieusement, qui invente ces noms ? Ils coincent ensuite le propriétaire alors qu'il est occupé à faire l'inventaire et ils lui disent qu'ils vont tout voler ici. Mais avant qu'ils ne puissent prendre quoi que ce soit, Yoki apparaît des ombres et leur dit de se rendre avant de se blesser, mais les 3 ne veulent pas abandonner leur cible. Alors brûlure d'estomac et jalousie attaquent Yoki de toute leur force. Il les affronte un peu, juste pour pimenter les choses, mais il décide finalement de devenir sérieux et d'activer la magie de la foudre dans son épée. Avec cela, il parvient à électrocuter brûlure d'estomac et jalousie, laissant en vie comme le dernier debout. Il essaie d'assommer Yoki avec sa magie, mais Yoki contre le sort et charge en vie avant de le frapper avec son épée. Bien sûr, il ne voulait pas vraiment tuer un enfant, alors il a utilisé le côté non tranchant de l'épée, mais ça a quand même fait très mal. Le propriétaire de l'entrepôt est très reconnaissant que Yoki ait réussi à arrêter les voleurs, car il ne sait pas ce qu'il aurait fait si son stock de chocolat de la Saint-Valentin avait été détruit.
Maintenant, il peut faire ses livraisons aux habitants sans problème, et tout ça grâce à Yoki. Yoki est un peu surpris car il ne réalisait pas que ce monde célébrait aussi la Saint-Valentin, mais juste à ce moment-là, un groupe de chevaliers arrive, car ils ont entendu tout le remue-ménage et voulaient s'assurer que tout le monde allait bien. Duke et Raven reconnaissent immédiatement Yoki dès qu'ils le voient en dos, mais l'autre chevalière avec eux n'a aucune idée de qui il est, alors elle lui demande de s'identifier. Yoki veut rester dans son personnage, alors il lui donne son faux nom, et elle lui demande ensuite s'il est responsable de tout cela. Yoki sent bien qu'elle se méfie de lui, alors il l'informe que les enfants inconscients au sol sont tous des voleurs, et avant qu'elle ne puisse le questionner davantage, il disparaît dans un nuage de fumée. Les chevaliers partiraient normalement à sa recherche à ce stade, mais comme Raven sait que c'était juste Yoki, il dit à tout le monde qu'il n'y a pas besoin de courir après le gars. Pendant que les chevaliers sont occupés à arrêter Envy et sa bande, Duke se promène à l'arrière de l'entrepôt car il sait que Yoki doit encore être quelque part par ici. Il trouve Yoki caché derrière un tas de boîtes, et il n'est pas vraiment surpris par le numéro de Yoki car ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Il finit généralement par se prendre au jeu d'un costume qu'il trouve cool et passe beaucoup de temps à jouer un rôle pour finalement réaliser qu'il est vraiment ridicule. Ça ne dérange pas tant Duke que ça, mais il sait que la fierté de Yoki va en prendre un sacré coup quand il repensera à tout ça, alors il lui dit de bien se regarder dans le miroir. Yoki n'a aucune idée de ce dont Duke parle au début, mais ensuite il se regarde dans le miroir et il réalise qu'il a vraiment agi de manière ténébreuse tout ce temps. Après avoir eu la chair de poule pendant 10 bonnes minutes, Yoki enlève la tenue et se dirige vers la guilde pour récupérer sa récompense pour avoir capturé la bande d'Envy. Mais pendant qu'il est là, il demande à Kraman quel était le but d'Envy au départ, mais Kraman n'est pas vraiment sûr. D'après ce qu'il a entendu, ces gars étaient des aventuriers de Rambé, mais ils ont trouvé un livre étrange dans le donjon, et depuis, ils parlent de détruire la Saint-Valentin. Yoki ne comprend pas vraiment, mais il comprend le sentiment de haïr la Saint-Valentin, parce qu'il ne reçoit jamais rien. Pendant ce temps, chez Cecilia, un groupe de filles est occupé à faire des chocolats de la Saint-Valentin pour les personnes qui leur sont chères, et Sophia les aide. Mekana venait de finir sa fournée de chocolat quand elle remarque que Cecilia en fait énormément, alors Cecilia explique qu'elle prévoit de les distribuer aux enfants de l'orphelinat demain. C'est un geste vraiment adorable, mais Mikania pense que cela va un peu à l'encontre du but des chocolats de la Saint-Valentin, car on est censé les offrir à quelqu'un de spécial, mais Cecilia a clairement quelque chose en tête ici. Le lendemain matin, Yoki se réveille et Gar l'informe que c'est la Saint-Valentin. Yoki se regarde dans le miroir et attend patiemment, espérant que Cecilia sera là d'une minute à l'autre pour lui donner des chocolats, et un instant plus tard, la sonnette retentit. Mais à la grande déception de Yoki, il s'avère que c'est Teal, et elle n'est même pas là pour lui. Elle est là pour donner à Gar les chocolats spéciaux en magicite qu'elle a fait pour lui. Yoki décide de leur laisser un peu d'intimité, car il ne voudrait pas les déranger. Il se dirige vers la guilde puisqu'il n'a rien d'autre à faire, mais quelques instants plus tard, Kraman entre, portant une boîte de chocolat de Sophia, et alors qu'il les ouvre, tout le monde est ébloui par tant d'amour et de soins que Sophia a mis à les fabriquer. Kraman est aux anges de joie avec les chocolats de sa femme et Yoki commence à être vraiment jaloux, alors il s'enfuit dans la ville pour ne pas avoir à se rappeler à quel point il est seul. Malheureusement, en traversant la ville, il ne voit que des couples passant du bon temps ensemble. Il va en parler à Duke, mais il voit alors Duke recevoir des chocolats d'une des chevalières, ce qui le fait se sentir encore plus seul qu'il ne l'était déjà, alors il s'enfuit. Il espérait s'éloigner de tous les couples pendant quelques minutes, mais il aperçoit alors Raven et même lui a reçu des chocolats de Happiness, ce qui le rend encore plus vert de jalousie. Yoki marche ensuite dans la rue où il voit un grand nombre de femmes alignées près d'une charrette, et au début, il se demande ce qui pourrait être si important pour qu'elles fassent la queue comme ça. Mais ensuite, on l'informe que c'est la file pour vous donner des chocolats, et ce fut le coup de grâce pour la fierté de Yoki. Un instant plus tard, Mekana passe par là, alors Yoki lui demande si elle est là pour déposer des chocolats pour Yuga. Et c'était son plan initial, mais elle a des doutes maintenant car elle ne pense pas que ces chocolats soient assez bons. Yoki ne voulait pas la rendre mal à l'aise, alors il essaie de trouver un moyen de la réconforter, mais un instant plus tard, Yuga lui-même apparaît et Mekana est choqué de le voir car il ne se présente jamais aux événements de la Saint-Valentin d'habitude. Yuga dit qu'il voulait juste s'assurer que le chocolat de Mekana soit le premier qu'il reçoive. Mekana est surprise et heureuse d'entendre que Yuga valorise son chocolat plus que tout, mais elle est toujours un peu inquiète car elle est terrible en cuisine et ses chocolats sont sortis complètement ratés. Yuga lui dit que ça n'a pas d'importance car il veut quand même accepter les chocolats et Mekana est soulagée d'entendre cela. Alors elle sort le chocolat qu'elle a fait et je ne sais pas comment elle a fait ça, mais ce chocolat a l'air d'avoir pris un coup de soleil depuis l'aube des temps. Yoki ne sait pas quoi dire car cette chose est clairement un risque biologique, mais Yuga s'en fiche complètement et le mange tout entier en une seule bouchée. Il dit ensuite à Mekana qu'il a vraiment apprécié le chocolat et nous savons déjà que Yuga est incapable de mentir donc il doit dire la vérité.
Un peu plus tard, Yoki finit par aller chez Cecilia pour voir s'il y a une raison pour laquelle elle ne lui a pas encore donné de chocolat, mais les seules personnes qu'il trouve sont Aqua et Sik. Aqua peut dire que Yoki cherche Cecilia, mais elle lui dit qu'il n'a pas de chance car Cecilia est actuellement en ville en train de donner des chocolats aux orphelins. Yoki tombe à genoux de désespoir après avoir entendu cela. Et Aqua a pitié de lui, alors elle lui offre quelques-uns de ses propres chocolats. Et au début, Yoki essaie de refuser car il ne veut que du chocolat de Cecilia. Mais à ce stade, il est désespéré, alors il prendra ce qu'il peut obtenir. Quelques instants plus tard, Duke arrive en courant pour avertir Yoki qu'Envy vient de s'échapper de prison et fait des ravages dans la ville. Envy et les autres chevauchent tous un monstre géant qu'il a créé et l'utilisent pour aspirer tous les chocolats de la ville afin de gâcher la Saint-Valentin pour tout le monde, et Mekana et Yuga sont les premiers à intervenir. Yuga essaie de raisonner Envy, mais Envy refuse d'écouter un beau gosse comme Yuga qui reçoit des tonnes de chocolat tout le temps. Il tente ensuite d'écraser Yuga avec son monstre, mais celui-ci parvient à s'écarter à temps. Quelques instants plus tard, Yoki et les autres arrivent et ils peuvent voir que la situation est sérieuse. Alors Yoki grimpe sur un toit et essaie de convaincre Envy d'arrêter. Il comprend ce qu'Envy doit ressentir car lui aussi a souffert de ne pas recevoir de chocolat. Bon, techniquement, il a bien reçu des chocolats, mais c'était de la part de la mère d'un ami, et c'est un peu embarrassant de le dire à voix haute. Envy en a marre d'écouter Yoki, alors il essaie de l'écraser avec le monstre. Mais Yoki saute dans son bras, et quand les deux autres essaient de l'attaquer, il les assomme facilement, mais ensuite Envy le déséquilibre en bougeant le bras du monstre, puis il essaie de lancer une boule de feu sur Yoki. Yoki contre-attaque avec sa propre magie et les deux se retrouvent enfermés dans un duel de magie de feu. Envy demande pourquoi Yoki ne déteste pas la Saint-Valentin autant que lui et Yoki dit que c'est parce qu'il garde l'espoir que la fille qu'il aime lui donnera du chocolat. Et entendre cela met Envy enrage, alors il projette Yoki au loin et procède ensuite à l'aspiration de tous les chocolats de la Saint-Valentin dans la zone, y compris une boîte que Cecilia tenait. Voyant cela, Yoki réalise que la boîte lui était très probablement destinée et la perdre le met tellement en colère qu'il renonce à se retenir et tire un éclair droit sur Envy. L'éclair finit par incinérer le livre de magie d'Envy, le faisant perdre le contrôle du monstre et en conséquence, il s'écrase au sol. Yuga ne voulait pas qu'il se blesse, alors il a rattrapé Envy juste à temps. Mais à sa grande surprise, il découvre qu'Envy est une fille. La raison pour laquelle Envy s'est déchaînée est à que le garçon qu'elle aimait a refusé d'accepter ses chocolats et elle était bouleversée par le fait que ses chocolats ne valaient rien. Mais Yuga lui dit que ce n'est pas vrai. Envy pense que Yuga dit ça juste parce qu'il est beau et reçoit des tonnes de chocolat, mais Yuga le pense sincèrement. Il dit qu'il est heureux de recevoir des chocolats de n'importe qui tant qu'ils y mettent leur cœur, et l'entendre de sa part fait fondre le cœur d'Envy, mais Yoki est une fois de plus mis de côté même s'il a fait tout le travail. Il tombe à terre, vaincu, car personne ne lui prête attention, mais Cecilia ne pourrait jamais l'oublier, et pendant qu'il est là, elle lui tend un sac de la Saint-Valentin qu'elle a préparé. Yoki est ravi d'avoir enfin reçu un cadeau de Cecilia, bien qu'il soit un peu déçu car Cecilia en a donné à des tonnes de gens, y compris Sik et Happiness. Pendant, quand il regarde à l'intérieur, il réalise que Cecilia, lui, a donné un gâteau ainsi que ses biscuits habituels, et personne d'autre n'a eu de gâteau, donc cela doit signifier qu'elle le considère comme spécial. Quelques jours plus tard, Yoki reçoit une nouvelle mission de Kraman, et on lui dit que la guilde des marchands aimerait l'engager pour protéger une partie de leur cargaison. Ils ont récemment été la cible de voleurs, donc un tas de leurs marchandises ont été volées. Alors ils veulent que Yoki empêche tout vol futur en attendant, et si possible, qu'il récupère les marchandises précédemment volées. Yoki n'est pas vraiment très intéressé par la mission, car cela l'obligerait à se rendre dans la ville portuaire, mais ensuite, il réalise que les villes portuaires ont des plages, et les plages signifient qu'il pourrait s'amuser avec Cecilia. Alors il s'enthousiasme et accepte immédiatement le travail. Cependant, quand il va inviter Cecilia, à sa grande déception, elle l'informe qu'elle ne peut pas y aller car elle est complètement débordée de travail. Alors à la place, elle demande à Happiness d'accompagner Yoki. Yoki est toujours très déprimé, mais il comprend que c'est de sa faute de ne pas avoir vérifié l'emploi du temps de Cecilia avant d'accepter le travail, alors il doit juste prendre sur lui et faire le travail le plus vite possible. Juste à ce moment-là, il remarque que Happiness porte quelque chose de nouveau dans son dos. Alors il lui demande ce que c'est, et elle explique que c'est une arme faite avec les plumes qu'elle a arrachées de son corps. Yoki comprend, mais il supplie Happiness d'arrêter de prendre des poses étranges comme ça en public, car les gens pourraient commencer à les regarder bizarrement si elle continue. Yoki remarque que Happiness a été très coopératif pour l'accompagner dans cette mission, ce qui est un peu inhabituel pour elle, car elle éviterait normalement ce genre de choses, mais il se souvient alors qu'il a aussi invité Raven, alors elle a probablement juste accepté de venir parce qu'elle voulait passer du temps avec lui. Dès que Raven arrive, Happiness lui dit bonjour et il devient très embarrassé, surtout qu'il remarque que Happiness porte le cadeau qu'il lui a offert. Juste à ce moment-là, il y a une annonce pour le départ de la calèche.
Alors, Happiness va réserver une place pour tout le monde et pendant qu'elle est partie, Raven demande à Yoki ce qui se passe car il n'avait aucune idée que Happiness serait là. Yoki explique qu'il a fait venir Happiness car elle est très douée en magie. Alors il a pensé qu'elle serait utile au combat. Cela a du sens pour Raven, mais il est un peu déçu de lui-même de ne pas connaître un détail aussi fondamental sur Happiness. Cependant, Yoki lui dit de ne pas s'en vouloir car il ne connaît pas Happiness depuis si longtemps et il a encore beaucoup de temps pour apprendre à la connaître correctement. Quelques minutes plus tard, ils montent tous dans la calèche et Raven rate l'occasion parfaite de s'asseoir à côté de Happiness, donc ce voyage ne commence pas très bien. Une fois arrivé dans la ville portuaire, Yoki dit aux autres qu'il va rendre visite aux clients pour qu'ils puissent commencer la mission. Alors, en attendant, il veut qu'ils se renseignent pour recueillir autant d'informations que possible sur les vols. C'est un plan que Yoki a élaboré spécifiquement pour donner à Raven un peu de temps seul avec Happiness. Mais dès que Yoki est parti, Happiness s'éloigne et finit par trouver un membre de l'équipage du navire. Raven la suit et explique aux marins que lui et Happiness sont des aventuriers qui ont été engagés pour enquêter sur les vols qui ont eu lieu dans ce port et il aimerait savoir si le marin a une idée de qui aurait pu faire cela. Le marin dit qu'il n'en a aucune idée et que toute cette histoire a rendu son travail beaucoup plus difficile car tous les supérieurs semblent convaincus que lui et les autres marins sont derrière les vols. Happiness demande si cela signifie que tous les marins sont innocents, ce que Massa confirme, car il jure que les hommes de la mer ne volent jamais. Raven comprend, alors il dit à Massa qu'ils vont enquêter sur l'affaire pour trouver les vrais coupables. Et Massa est un peu choqué car il s'attendait à ce que Raven et Happiness l'accusent, lui et les autres marins, d'être impliqués dans les vols. Il apprécie vraiment le fait qu'il croit que lui et son équipage sont innocents, alors il appelle tout le monde à se rassembler et leur demande de raconter à Raven et Happiness tout ce dont ils se souviennent des incidents. Un peu plus tard, Yoki revient et demande à Raven s'il a réussi à apprendre quelque chose sur les vols, mais il dit qu'il n'a rien, les marins effectuent apparemment des patrouilles toutes les nuits à un moment donné. Ils ont commencé à entendre une belle voix chantante et après cela, la chose suivante qu'ils ont su, c'est que toute la cargaison avait été volée. Aucun d'eux ne se souvient de quoi que ce soit concernant le vol ou comment il s'est produit et une histoire comme celle-là ferait naturellement suspecter l'équipage. Mais s'ils étaient vraiment derrière tout ça, alors ils auraient probablement inventé une meilleure histoire pour cacher la vérité. Alors Raven a cru qu'il y avait un coup fourré et que c'était probablement l'œuvre d'un démon. Yoki suppose que Raven doit parler d'une sirène et il n'en a personnellement jamais rencontré. Mais il pense que ce serait vraiment cool de rencontrer un autre démon, alors il appelle avec enthousiasme Happiness pour lui dire qu'il pourrait y avoir une sirène en ville, mais alors qu'il dit cela, les marins l'entendent par hasard et ils deviennent immédiatement terrifiés à la mention d'une sirène. Yoki leur demande si c'est vraiment si grave, car il ne pense pas que les sirènes soient si dangereuses, mais il n'y a rien de plus terrifiant pour un marin qu'une sirène. D'innombrables navires ont coulé après avoir rencontré des sirènes, et encore plus de marins ont connu une fin horrible de cette façon. Les marins commencent tous à supplier Yoki et Raven de s'occuper de la sirène, car ils ont trop peur de remonter sur leur navire autrement. Les marins sont au bord d'une crise de panique totale. Alors, pour les calmer, Raven révèle qu'il est le capitaine de l'ordre des chevaliers et un membre du groupe des héros, et il promet que quoi qu'il arrive, il veillera à les protéger, et les marins sont tous soulagés d'entendre cela. Un peu plus tard, Yoki et Happiness sont assis sur un banc pendant que Raven fait quelques courses. Et Yoki est plongé dans ses pensées depuis un moment car il vient de réaliser que les démons sont toujours considérés comme des monstres à craindre par la majorité des humains. Happiness lui dit qu'il ne devrait vraiment pas être surpris par cela, car leur objectif était de détruire l'humanité. Il est donc naturel qu'ils les craignent. Peu après, Raven revient et il a apparemment obtenu une piste importante sur l'affaire car pendant qu'il faisait ses courses, un homme l'a approché avec des informations. Selon ce que l'homme a dit, il a vu les marins transporter la cargaison dans une grotte près du port et il se souvient aussi avoir vu une sirène dans cette même grotte. On dirait que quelque chose de vraiment louche se passe ici, alors Raven pense qu'il devrait aller vérifier, mais il demande à Happiness d'attendre ici car combattre un démon est une affaire dangereuse et il ne voudrait pas qu'elle se blesse. Happiness demande pourquoi Raven semble si motivé à abattre ce démon, alors il raconte l'histoire d'un jour où un village a été attaqué par un démon déchaîné. Lui et le reste du groupe des héros étaient arrivés trop tard pour sauver le village ce jour-là. Il n'a pas réussi à sauver de nombreuses vies, malgré son serment de les protéger. C'est pourquoi il refuse que quiconque lui est cher soit en danger. Happiness comprend d'où vient Raven, mais entre nous, elle s'en fiche un peu. Alors elle se lève et dit à Raven de se dépêcher, car elle vient, qu'il le veuille ou non. Raven tente de l'arrêter, mais Yoki lui dit de laisser tomber, car il n'y a aucune chance qu'il fasse changer d'avis Happiness. Et puis, elle est assez forte pour se défendre contre n'importe quel démon, donc il n'a aucune raison de s'inquiéter. Ils arrivent finalement à la grotte et, comme l'homme l'avait dit, les biens volés y ont bien été transportés. On dirait aussi que cette grotte a un quai pour 2 petites embarcations, mais quand Yoki et les autres vont vérifier, ils réalisent que quelqu'un d'autre est là, et un instant plus tard, la sirène émerge de l'eau.
La sirène se met immédiatement à chanter pour hypnotiser le groupe, mais ils réussissent tous à se boucher les oreilles à temps. Puis Happiness utilise sa magie harmonique pour annuler le chant de la sirène, afin que Raven puisse s'approcher et finir le travail. Cependant, une fois que Raven a la sirène sous la menace de sa lame, elle s'effondre et lui dit qu'il peut la tuer s'il veut, mais qu'elle a besoin de son aide pour sauver son ami des humains qui l'ont kidnappé. Raven rejette immédiatement cela comme une tentative éhontée de le tromper de la part de la sirène, alors il décide de la tuer quand même. Mais Happiness n'est pas à l'aise avec la tournure des événements, alors elle court devant la sirène pour arrêter Raven. Raven garde son épée levée et dit à Happiness de bouger, car il n'épargnera pas ce démon, mais Happiness refuse de s'écarter. Yoki voit la tension monter, alors il se précipite et demande à Raven de bien vouloir baisser son épée. Raven exige de savoir pourquoi Yoki prend aussi le parti du démon, mais Yoki dit qu'il ne prend pas parti. Il ne demande pas à Raven de l'épargner car il sait que si un démon blessait les gens qu'il aime, il n'hésiterait pas non plus à les tuer. Cependant, il semble que la sirène ait une raison pour ce qu'elle a fait, alors ça ne ferait pas de mal de l'écouter avant de l'exécuter. Raven décide d'écouter Yoki et accepte de baisser son épée, après quoi Happiness s'effondre, les genoux flageolants car elle était absolument terrifiée tout ce temps, surtout que Raven, pointant son épée sur elle, a ravivé de vieux traumatismes, quand des humains essayaient de la vendre pour le profit. Une fois Happiness calmée, Yoki présente tout le monde à la sirène, mais Raven est toujours si furieux qu'il refuse même de la regarder. La sirène s'appelle Shike, et quand on lui demande pourquoi elle les a attaqués à vue, elle explique qu'elle en a reçu l'ordre d'un humain. Les sirènes, comme elle, font généralement de leur mieux pour rester loin des humains, mais un jour, Shike et son ami se sont retrouvées prises dans une tempête, et avant même de s'en rendre compte, elles avaient été capturées par un groupe d'humains. Le chef a capturé Misaki et a menacé Shike de suivre ses ordres si elle voulait revoir Misaki un jour. Depuis, Shike endort les gens chaque fois qu'on le lui ordonne. Yoki ne pense pas que Shike mente, mais Raven refuse absolument de croire un seul mot qui sort de la bouche d'un démon. Happiness comprend pourquoi Raven se méfie des démons et elle ne s'attend pas à ce qu'il oublie toute la douleur et la souffrance que les démons lui ont causée. Mais elle lui demande de lui faire confiance juste cette fois, car elle est certaine que la sirène leur dit la vérité. Raven cède finalement et accepte de lancer une nouvelle enquête en partant du principe que ce que la sirène a dit est vrai, et Happiness est ravi de l'entendre. Ils commencent tous à fouiller la grotte après cela, et il devient vite évident que c'était un piège depuis le début. La plupart des caisses ici sont vides, et les bijoux présents sont tous des faux placés là comme leur. Le plan était très probablement de les attirer dans la grotte, et pendant qu'ils seraient distraits par le faux trésor, Chic devait les surprendre et les endormir pour que les voleurs puissent ensuite venir les neutraliser. Et si c'est le cas, alors ces voleurs doivent être en route ici, en ce moment même. Quelques instants plus tard, nous voyons un groupe d'hommes marcher vers la grotte, mené par le même homme qui avait donné le tuyau à Raven plus tôt, et ils plaisantent tous sur la facilité avec laquelle le capitaine Chevalier est tombé dans leur piège. Mais ensuite, ils voient ce même capitaine Chevalier s'approcher d'eux, et ils se taisent de tous soudainement. Ils essaient de faire bonne figure et de prétendre n'avoir rien fait de mal, mais Raven sait déjà qu'ils sont derrière les vols, ainsi que l'enlèvement d'une sirène innocente, et bien qu'il n'ait pas l'intention de les tuer, il va rendre cette arrestation aussi douloureuse que possible. Les voleurs essaient tous de submerger Raven, mais son maniement de l'épée surpasse de loin tout ce qu'il pourrait m'en faire. En quelques secondes, il en a assommé la moitié. L'autre moitié tente de fuir, mais Yoki et Happiness avaient déjà bloqué leur voie d'évasion, et Happiness utilise ses éventails pour les assommer tous avec une énorme rafale de vent. Une fois tous les voleurs ligotés, ils essaient de s'en sortir en affirmant que la sirène les a forcés à faire tout cela, mais Raven sait que ce n'est pas vrai. Alors il pointe son épée sur le chef et le force à révéler l'emplacement de leur vraie cachette avant qu'il ne perde un œil. À la cachette des voleurs, Raven et les autres trouvent une boîte d'apparence suspecte qui rebondit et il est assez clair que Misaki doit être piégée à l'intérieur. Alors Raven ouvre la boîte pour la libérer et peu après, il la réunit avec Shike. Shike est folle de joie de voir que Misaki est toujours en vie et Misaki est tout aussi heureuse de la revoir. Elles sont sur le point de partir et de rentrer chez elles, mais avant cela, Raven s'excuse auprès de Misaki d'avoir failli la tuer plus tôt, même si elle n'était pas en faute. Mais Shike comprend pourquoi il était si sceptique et elle ne peut pas lui en vouloir puisqu'il a quand même sauvé son ami. En signe de gratitude, avant de partir, elle donne un baiser sur la joue à Raven, le laissant complètement abasourdi, et Happiness, elle, brûle de jalousie. Elle refuse de se laisser éclipser par une sirène qu'ils viennent de rencontrer aujourd'hui. Alors elle s'excuse rapidement auprès de Yoki pour ce qu'elle est sur le point de faire, puis le met à terre pour gagner assez de temps pour embrasser Raven sur les lèvres sans que Yoki ne regarde. Cependant, même si Yoki n'a rien vu, rien qu'à l'expression sur le visage de Raven, n'importe qui aurait pu deviner ce qu'elle venait de faire. Quelque temps plus tard, Yoki reçoit une lettre de Cecilia, l'invitant à prendre le thé.
Il remercie donc Till d'avoir pris le temps de livrer le message et commence à se préparer à partir. Till lui dit qu'il n'y a pas besoin de la remercier car elle avait de toute façon déjà prévu de venir ici pour passer du temps avec Gar. Yoki est un peu surpris qu'elle agisse si calmement car d'habitude elle saute sur Gar dès qu'elle le voit. Mais dès que Yoki sort, elle fait exactement cela et serre Gar dans ses bras, lui disant à quel point elle est heureuse de le voir. Elle offre ensuite à Gar un sac de magicite qu'elle a personnellement récolté et elle lui dit qu'il peut en manger autant qu'il veut. Gar est reconnaissant mais il lui rappelle de ne pas en abuser. Yoki a entendu tout l'échange et a trouvé ça vraiment drôle, alors il l'a raconté à Cecilia en arrivant chez elle. Elle a aussi trouvé ça très drôle, mais elle dit que ça montre juste à quel point Till aime Gar. Mais à propos d'amour, bien que Yoki se soit amusé à traîner avec Cecilia en tant qu'ami tout ce temps, il commence à se demander s'il est vraiment d'accord pour que leur relation reste ainsi indéfiniment. Le lendemain, Yoki appelle Duke à un café pour prendre le thé car il veut lui demander conseil. En entendant cela, Duke pense que Yoki a dû se fourrer dans une sorte de pétrin, mais Yoki l'assure que ce n'est pas le cas. Il dit que c'est à propos de Cecilia et il explique qu'après avoir quitté sa maison hier, il est devenu curieux de savoir ce que Cecilia pourrait faire une fois qu'il serait parti. Alors il a utilisé un sort d'invisibilité sur lui-même et s'est faufilé dans le manoir où il a vu Cecilia s'entraîner dur avec Sik dans le jardin. Voir cela lui a fait réaliser qu'il y a encore beaucoup de facettes de Cecilia qu'il n'a pas vues, alors il se demande quelle serait la meilleure façon de mieux la connaître. Mis à part le comportement de stalker un peu flippant de Yoki, Duke lui dit que malgré tout l'amour qu'il proclame pour Cecilia, il est en fait un peu lâche quand il s'agit de passer à l'action. Au rythme où il va, il ne sera rien de plus qu'un compagnon de thé occasionnel pour toujours. Après tout, il n'a pratiquement fait aucun effort pour apprendre quel genre de personne est Cecilia depuis qu'il est arrivé ici. Yoki comprend le point de vue de Duke, alors il se résout à apprendre tout ce qu'il peut sur Cecilia, mais avant qu'il ne parte, Duke le prévient qu'il ferait mieux de ne pas recommencer à la traquer avec l'invisibilité. À ce moment-là, Mekana passait par là et a entendu ce que Duke venait de dire. Alors elle a demandé si Yoki était vraiment le genre de personne à faire ça, mais il lui dit que c'est juste un gros malentendu. Cela mis à part, Duke pense que c'est le moment idéal. Alors il se lève et dit qu'il laisse Mekana s'occuper d'aider Yoki, puisqu'elle est amie avec Cecilia depuis longtemps. Makana n'a aucune idée de ce qui se passe, mais elle décide de jouer le jeu pour voir où cela mène. Et Duke avait aussi appelé Raven, alors une fois qu'ils sont tous les deux assis, Yoki leur demande de lui raconter tout ce qu'ils savent sur Cecilia. Mekana doit encore une fière chandelle à Yoki pour l'avoir aidé avec Yuga la dernière fois, alors elle accepte de lui raconter tout ce qu'elle sait. Elle commence par mentionner que le groupe de héros n'aurait jamais duré aussi longtemps sans elle. Yoki se demande si c'est parce qu'ils se blessaient là beaucoup et avaient là besoin de Cecilia pour les soigner, mais elle dit que ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que Yuga était toujours assailli par les filles chaque fois qu'il visitait un village. Yuga était trop gentil pour leur dire d'aller voir ailleurs. Raven ne pouvait pas parler en public et écrire des notes ne faisait pas grand-chose pour dissuader les filles. Mekana ne pouvait rien faire non plus, car les filles commençaient juste à se disputer avec elle, l'accusant de vouloir garder Yuga pour elle seule. Mais quand Cecilia prenait la parole, elle parvenait toujours à les calmer en quelques mots, et cela rendait la progression du groupe beaucoup plus fluide. Raven ajoute aussi que Cecilia s'occupait de presque toutes les tâches de fond et Yoki est un peu agacé en entendant cela car on dirait qu'il profitait de Cecilia. Mais à leur décharge, il n'y avait pas beaucoup d'autres options. Se partager les tâches qu'ils pouvaient gérer. Par exemple, Raven était en charge de préparer tous les repas du groupe, ce qui intrigue Yoki, car il n'avait aucune idée que Raven savait cuisiner. Il demande ensuite ce que faisait Yuga, et Mikana explique qu'initialement, ils envoyaient Yuga chasser des ingrédients pour leur repas, mais il finissait toujours par se fourrer dans des ennuis d'une manière ou d'une autre. Alors Cecilia a dû prendre le relais. Cecilia et Mikana géraient la reconnaissance ensemble, mais en dehors de ça, Cecilia s'occupait aussi de tout l'argent du groupe. Yoki s'irrite, car on dirait que Yuga n'a fait que causer des problèmes au groupe, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais Makana lui dit que d'une manière ou d'une autre, les situations délicates dans lesquelles Yuga se mettait impliquaient toujours d'aider quelqu'un, donc ça ne les a jamais vraiment dérangés. Yoki comprend son point de vue, et il commence à voir pourquoi les gens aiment tant Yuga en tant que héros, mais il n'était pas venu là pour apprendre des choses sur Yuga, alors il leur a demandé de s'en tenir à parler de Cecilia. Un peu plus tard, les deux ont à peu près fini de raconter toutes leurs aventures avec Cecilia. Mais juste à ce moment-là, Makana réalise qu'elle a oublié de mentionner le surnom de Cecilia. Mais juste au moment où elle s'apprête à le dire à Yoki, Cecilia apparaît derrière elle, et elle n'a pas l'air ravie que ses informations personnelles soient divulguées comme ça. Makana est surprise et demande à Makana ce qu'elle fait là. Alors Cecilia explique qu'elle cherchait justement Makana parce qu'elle avait quelque chose à discuter avec elle, et après ce qui vient de se passer, elle compte avoir une longue discussion sur les limites personnelles avec elle. Cecilia entraîne ensuite Makana, laissant Yoki et Raven seuls. Mais comme Cecilia semblait vraiment contrariée que Mikana ait failli révéler son surnom à Yoki, Raven s'excuse auprès de Yoki et dit qu'il ne veut pas prendre le risque de le lui dire.
Yoki comprend parfaitement et accepte de ne pas insister pour avoir une réponse. Mais comme il leur reste encore du temps dans la journée, Raven lui demande s'il aimerait l'accompagner, car il a un endroit où il veut aller. Yoki accepte, il est donc conduit à un orphelinat en ville, et Raven explique que c'est là que Cecilia et les autres passent beaucoup de temps à faire du bénévolat. Alors qu'ils marchent vers l'entrée, un groupe d'enfants court vers Raven et commence à l'appeler l'épéiste au sang-froid. Yoki est un peu confus, mais Raven explique que épéiste au sang-froid n'est que son surnom. Et un instant plus tard, Yoki entend l'un des enfants demander si la Sainte Mère va venir aujourd'hui, et il suppose que ce doit être le surnom de Cecilia. Après avoir distribué des friandises aux orphelins, Yoki et Raven repartent. En chemin, Yoki demande à Raven pourquoi les gens ont commencé à l'appeler l'épéiste au sang-froid. Il explique que parce qu'il refusait de parler en présence d'autres personnes ou au combat, les gens ont commencé à le voir comme une machine à tuer de sang-froid et le nom est resté après ça. Cela a du sens pour Yoki, mais il ne comprend pas pourquoi Cecilia serait si gênée par son surnom, puisque Sainte Mère ne semble pas si terrible. Raven dit que ce n'est pas à lui d'expliquer comment Cecilia a obtenu son surnom. Mais si Yoki veut en savoir, il pourrait toujours aller demander à Cecilia elle-même. Yoki est d'accord, mais il ne trouve pas de bonne façon de mieux la connaître. Cependant, Raven lui demande pourquoi il ne lui propose pas simplement de l'accompagner en mission, et en entendant cela, Yoki s'arrête net car c'est une idée absolument géniale. Le lendemain, il réussit à convaincre Cecilia de partir en mission avec lui, et il demande à Raven de venir aussi pour le soutien moral. Mais à sa surprise, la première personne à se présenter s'avère être Mekana. Il lui demande ce qu'elle fait là, alors elle explique que Raven lui a demandé de le remplacer parce qu'il a eu un imprévu. Yoki est un peu déçu d'entendre ça, mais Mekana lui dit qu'elle connaît déjà tout son plan pour se rapprocher de Cecilia avec cette mission, alors elle lui dit que s'il lui donne les détails, elle pourra lui donner des conseils. Yoki apprécie. Alors il l'informe que la mission est de nettoyer un groupe de monstres morts-vivants. Mekana pense que c'est une excellente idée car cela donnera à Cecilia une chance de briller, mais Yoki explique qu'il allait en fait éliminer tous les monstres tout seul pour prouver à Cecilia qu'il est super cool. Que s'il veut vraiment créer des liens, avec Cecilia, alors il doit se battre à ses côtés, et à cette fin, elle suggère qu'ils prennent tous les deux les premières lignes pendant qu'elle agit en soutien. Quelques instants plus tard, Cecilia arrive et on dirait qu'elle a aussi amené Happiness pour aider. Alors ils partent tous ensemble. Ils arrivent bientôt à la maison hantée et Yoki et Happiness sont impatients de rusher la maison hantée, mais Mikana les arrête et rappelle le plan à Yoki. Alors il se calme et dit que lui et Cecilia agiront comme les premières lignes, tandis que Makana et Happiness agiront comme les arrière-gardes. Maintenant que tout le monde est clair sur ses rôles, ils entrent tous et en quelques instants, le groupe est confronté au premier groupe de monstres morts-vivants. Cecilia ne perd pas de temps et lance son sort d'anneau sacré exorcisant les squelettes en un instant, et quand un deuxième groupe apparaît, Yoki utilise une partie de sa magie de l'eau pour les maintenir en place afin que Cecilia puisse utiliser à nouveau le sort d'anneau sacré. Après avoir géré la première vague, Yoki demande à Cecilia si elle va bien, car elle a beaucoup utilisé sa magie depuis qu'ils sont arrivés. Elle apprécie son inquiétude, mais elle l'assure qu'elle va bien, car le sort d'anneau sacré est une nécessité pour toute prêtresse, alors elle a optimisé sa consommation de mana pour des situations comme celle-ci. Yoki est impressionné, mais il est toujours préoccupé par son bien-être, alors il lui demande de prendre au moins de petites pauses pour rester hydraté, et Mikana est honnêtement surprise de voir ça car elle n'avait aucune idée que Yoki pouvait être si attentionné. Après avoir systématiquement nettoyé toutes les pièces du manoir, il n'en reste plus qu'une, alors ils réalisent de tous que le boss mort-vivant doit être là, et quand ils entrent, ils trouvent un roi mort-vivant assis sur le trône. Yoki ne sait pas grand-chose sur les morts-vivants, alors il demande à quel point ce type est fort. Mais à sa surprise, on l'informe que les boss morts-vivants ne sont pas plus forts que les morts-vivants ordinaires. Ils ont juste un peu plus d'intelligence. Yoki devient suffisant après avoir appris que ce mort-vivant est aussi faible que le précédent. Alors il décide de s'amuser un peu avec lui et lui donne un coup de pied pour faire tomber sa couronne. Mais à sa surprise, le mort-vivant commence à paniquer et court après sa précieuse couronne. La serrant fort comme si c'était la chose la plus précieuse au monde pour lui, et toute la situation fait maintenant passer Yoki pour un énorme goujat. Après avoir remis sa couronne, le squelette lève son épée et se prépare à abattre Yoki pour avoir osé faire tomber sa couronne, mais il est toujours assez faible. Alors Yoki lui fait facilement tomber l'épée des mains, et après cela, le squelette réalise qu'il est dépassé, alors il se rend. Puisque le mort-vivant ne va plus se défendre, Yoki dit à Cecilia qu'elle peut l'exorciser maintenant. Mais elle a encore un peu de peine pour le mort-vivant, alors elle décide de lui parler d'abord. Puisqu'il était si protecteur de sa couronne, elle lui demande s'il était roi de son vivant, mais le mort-vivant n'en est pas sûr.
Tout ce qu'il sait, c'est que la couronne est vraiment importante pour lui et il ne veut vraiment pas la laisser derrière. Alors Cecilia fait quelque chose de spécial pour lui. Elle utilise un sort sacré avancé pour offrir aux morts vivants un billet première classe pour le paradis afin qu'il puisse emporter sa couronne avec lui. C'était un beau geste, mais malheureusement, les sorts avancés comme celui-là consomment beaucoup de mana, alors Cecilia est au bord de l'épuisement maintenant. Sur ce, la mission est terminée. Mais comme Mekana et Happiness n'ont rien fait de toute cette mission, Yoki suggère qu'elle fasse un dernier balayage de la maison pour s'assurer qu'il ne reste plus de morts vivants. Et pendant qu'elles sont parties, il demande à Cecilia si elle a besoin d'aide pour retourner à la calèche. Cecilia le remercie de l'offre, mais alors qu'elle essaie de s'appuyer sur l'épaule de Yoki, ses jambes la lâchent complètement. Alors Yoki prend l'initiative et la porte dans ses bras à la manière d'une princesse. Cecilia est vraiment gênée car elle ne veut pas que quiconque la voie comme ça, mais Yoki lui dit que c'est bon puisque Makana et Happiness sont probablement de l'autre côté du bâtiment maintenant, et à vrai dire, Cecilia aime bien ça, un peu. Un peu plus tard, Mekana et Happiness ont fini de balayer la maison. Alors elles retournent à la calèche, mais là elles trouvent Yoki et Cecilia assis dans un silence gêné et elles se demandent ce qui a bien pu se passer. Plus tard, Yoki rend visite à Cecilia pour le thé, comme d'habitude, mais pendant qu'il est là, elle mentionne qu'elle a entendu dire qu'il était allé à l'orphelinat avec Raven récemment, et cela signifie qu'il a dû entendre les enfants utiliser son surnom. Alors elle veut demander à Yoki de ne jamais l'appeler par ce surnom, s'il vous plaît. Yoki dit qu'il ne ferait jamais rien pour la contrarier intentionnellement, mais il est un peu curieux de savoir pourquoi elle ne l'aime pas, car pour lui, le surnom de Sainte Mère semble tout à fait approprié. Cecilia nous raconte que durant leur périple, comme elle gérait toujours la plupart des corvées, Hugo ne cessait de la louer pour ses talents, la comparant à sa propre mère, même devant tout le monde. Du coup, les gens se sont mis à l'appeler Sainte Mère pour rire, un surnom qu'elle a toujours détesté. Cecilia, elle, ne trouve peut-être pas ça drôle, mais Yoki, lui, est absolument mort de rire et éclate en sanglots de joie. C'était la fin de l'épisode 9. Alors, pour ne rien manquer de la suite et de nos prochaines folies, abonnez-vous sans tarder.